Il s'agit d'un tout nouveau système fabriqué aux États-Unis, jamais vu en action auparavant, et il aurait déjà remporté un grand succès en abattant les drones d'attaque russes Gerin à longue portée en Ukraine, le Tempest. Alors, examinons de plus près ce système et le rôle unique qu'il pourrait jouer dans les défenses anti-drones de l'Ukraine. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour la première fois en février 2022, les véhicules aériens sans pilote étaient un aspect secondaire de la guerre, utilisés principalement pour la reconnaissance et les frappes à distance. Mais en moins de 4 ans, ils sont devenus des éléments essentiels à la fois pour l'offensive et la défense, aussi bien pour la Russie que pour l'Ukraine. Sur les lignes de front, les drones kamikazes FPV, qu'ils soient guidés par GPS ou par fibre optique, dominent le ciel, rendant tout mouvement extrêmement dangereux. Et loin derrière les lignes de front des deux nations, des drones d'attaque longues portés comme la famille Gerin de munitions rôdeuses de la Russie et le FP1 de l'Ukraine déchaînent l'enfer sur des infrastructures critiques comme les centrales électriques et les ports. Les attaques incessantes de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes avec des missiles et des guérines ont plongé de grandes villes comme Kiev, Kharkiv, Dnipro et Odessa dans le noir, sans chauffage ni eau pendant de longues périodes au cœur d'un hiver glacial. Il n'a donc jamais été aussi crucial de stopper ces bombardements nocturnes. Et maintenant, l'Ukraine dispose d'une nouvelle flèche redoutable à son arc. Début janvier 2026, le centre de commandement de l'armée de l'air ukrainienne a publié une vidéo montrant le système Tempest en action, prouvant qu'au moins un de ces systèmes était en service actif en Ukraine, l'armée de l'air étant probablement l'opérateur. Fait intéressant, une version fortement floutée de la même vidéo avait été publiée en octobre précédent, ce qui suggère que le système était utilisé en Ukraine depuis plusieurs mois avant que son utilisation ne soit confirmée publiquement. Le système Tempest, fabriqué par l'entreprise de défense basée en Virginie V2X, n'a été dévoilé qu'en octobre lors de l'exposition de l'Association de l'armée des États-Unis, ou AUSA, à Washington. Ni l'entreprise ni les sources militaires américaines n'ont officiellement annoncé la fourniture du système à l'Ukraine. Cependant, le fait qu'un système d'armes occidentales ait été secrètement testé ou mis en service auprès des forces armées ukrainiennes n'est guère un cas isolé ou controversé. Depuis le début de l'invasion russe, de nombreuses entreprises occidentales ont exposé leurs prototypes et systèmes émergents à des combats réels en Ukraine, une situation qui est passée de l'improvisation à l'officialisation. En juillet 2025, le principal pôle d'innovation de défense de l'Ukraine, Brave One, a annoncé le lancement d'un nouveau programme appelé Test in Ukraine, qui permet aux entreprises étrangères de tester des technologies militaires sur le champ de bataille. Selon Brave One, cette initiative permet aux entreprises et gouvernements étrangers de créer des solutions pour relever les défis réels de la guerre, tout en recevant des retours immédiats du personnel militaire et en améliorant leurs produits sur la base de l'expérience du combat. Elle simplifie également les procédures d'obtention des autorisations pour importer le matériel et prend en compte des situations pratiques, comme ce qui se passe lorsque l'équipement de test est endommagé ou détruit lors des essais sur le champ de bataille. Il n'est donc pas surprenant qu'un système comme le Tempest ait été discrètement mis à l'épreuve en Ukraine, comme tant d'autres systèmes d'armes. Toutes ces expériences ne sont pas couronnées de succès. Par exemple, l'Ukraine a récemment annulé de nouvelles commandes de drones d'attaque HX-2 auprès de la start-up allemande de défense Helsing. Le HX-2 a été conçu pour fonctionner de manière autonome, en utilisant l'IA pour le guidage terminal, la navigation en vol et l'acquisition visuelle des cibles. Cependant, malgré les plans annoncés précédemment d'en acquérir jusqu'à 6000, il n'aurait pas répondu aux attentes lors des tests en première ligne, menés par le 14e régiment ukrainien. Bien que cela ait été réfuté par Helsing, les forces ukrainiennes ont signalé des problèmes au décollage, un manque de fonctionnalités d'IA promise, et une vulnérabilité au brouillage de guerre électronique, ce qui a perturbé la communication avec les opérateurs. D'après les informations limitées disponibles à ce jour sur ses performances, le Tempest semble être bien plus efficace. Dans les images partagées par le commandement de l'armée de l'air montrant le système Tempest en opération, un opérateur identifié sous le nom de code Shorty déclare « À ce jour, notre équipe a détruit 21 drones Shahad ». Le Shahad 136 est le drone iranien d'origine à partir duquel a été développée la famille Gerin. Cette machine maintient le ciel sous contrôle, dit-il, ajoutant que son équipe avait auparavant été déployée dans les régions orientales de l'Ukraine, où ils ont détruit toutes les cibles qu'ils ont attaquées là-bas.
J'adore voir la technologie de pointe faire ses preuves sur le champ de bataille. Abonnez-vous à The Military Show. Nous décortiquons ces systèmes alors qu'ils fument encore. Alors, qu'est-ce que le système Tempest ? Et qu'est-ce qui en fait une proposition aussi intéressante pour la défense aérienne de l'Ukraine ? En résumé, le V2X Tempest est un véhicule à haute mobilité, équipé d'un lanceur pour des missiles AGM-114 Hellfire, qui ont été optimisés pour un rôle de lutte anti-drone, ou QAS. On comprend qu'il tire la variante Longbow du missile, qui transporte une ogive de 20 livres, et utilise un guidage radar au lieu d'un guidage laser pour suivre et atteindre les cibles. Le système combine un double lanceur Longbow avec le radar, qui est installé sur un châssis 4x4 très mobile, modulaire et léger, apparemment un Can-Am Maverick X3 SSV. Selon V2X, la plateforme Buggy est construite à partir de composants commerciaux standards, ou COTS, offrant vitesse, modularité, précision létale et évolutivité, dans une configuration légère, adaptée aux missions anti-drone, menées en première ligne. C'est une philosophie de conception qui met l'accent sur la vitesse, la simplicité et la survivabilité. Le châssis 4x4 signifie que le Tempest peut manœuvrer facilement sur des terrains accidentés, suivant le rythme de l'infanterie mécanisée ou des unités des forces spéciales dans des environnements dynamiques. Son profil bas et sa grande agilité le rendent idéal pour des engagements rapides de type tirer et déguerpir, où les menaces sont détectées et interceptées, puis le véhicule se repositionne rapidement avant que l'ennemi ne puisse riposter par des tirs de contre-batterie ou un ciblage électronique. Ses capacités de tir et de repositionnement sont encore renforcées par les fonctionnalités tirées et oubliées du missile Longbow que le Tempest utilise. Conçu à l'origine pour les hélicoptères d'attaque AH-64D et AH-64E Apache Longbow de l'armée américaine, c'est la variante la plus avancée de la famille des missiles Hellfire. Le missile est équipé d'un autodirecteur radar à ondes millimétriques actives, qui permet l'acquisition et l'engagement autonome des cibles dans toutes les conditions météorologiques, sans nécessité de guidage continu de l'opérateur. Avec une portée allant jusqu'à 8 km, le missile permet au Tempest de neutraliser des drones de classe 2 et 3 plus grands, des munitions rôdeuses, et même des hélicoptères volant à basse altitude. Pour garder le système compact, efficace et très ciblé, V2X a opté pour un seul radar Radatype, au lieu d'une suite complète de capteurs à spectre large. Ceci est parfaitement logique, vu le profil de mission ciblée du système. Bien qu'un radar Radatype soit limité à une seule direction, il fournit un suivi de cibles précis, et des données de contrôle de tir exactes pour le système de missiles, tout en gardant la signature électronique du véhicule faible, lui permettant de rester indétecté jusqu'à ce qu'il soit prêt à frapper. Ce type de radar n'est pas destiné à la surveillance de vastes zones, mais plutôt à servir de centre d'engagement final, recevant des indications de sources externes dans un environnement de combat en réseau. Et c'est exactement le type de dispositif de défense aérienne intégré dans lequel l'Ukraine le déploie, et où il pourrait offrir un avantage décisif, pour repousser la variété de menaces aériennes posées par la Russie, qui vont des avions de chasse et des bombardiers, aux missiles balistiques, et de croisières tirées depuis la terre, la mer et les airs, jusqu'aux drones de différentes tailles et portées. Les défenses aériennes de l'Ukraine sont composées de plusieurs couches. Au cœur du mur anti-drone de l'Ukraine se trouve un réseau de systèmes de détection, comprenant des radars et des systèmes thermiques, qui identifient les drones entrants, les suivent et alertent les composantes du mur chargées de les abattre. Ceux-ci sont complétés par un réseau de systèmes de guerre électroniques, qui perturbent la navigation des drones, les forçant à se poser, à manquer leur cible prévue, ou même, dans certains cas, à retourner à l'expéditeur en Russie. En ce qui concerne l'abattage des drones, la première couche est constituée des avions de chasse ukrainiens, notamment les Su-27 de l'époque soviétique, ainsi que les F-16 américains et les Mirage 2000 français. Les missiles lancés par ces avions ont été efficaces pour abattre des menaces importantes comme les missiles de croisière et les missiles balistiques. Cependant, l'Ukraine en possède peu, ils sont coûteux à utiliser et à entretenir. Les stocks de missiles qu'ils tirent sont limités, et ce ne sont pas des solutions rentables contre les drones russes, qui coûtent beaucoup moins cher. La couche suivante est le réseau ukrainien de systèmes traditionnels de défense aérienne à base de missiles, comme le Patriot MIM-104, fabriqué aux États-Unis, et le système Iris-T allemand. Ils se sont révélés efficaces contre les missiles et les drones de grande valeur, et sont généralement placés pour protéger les principales villes et infrastructures de l'Ukraine. Cependant,
tout comme la situation des avions de chasse. Ces lanceurs haut de gamme et les missiles qu'ils tirent sont également limités en nombre, tant à l'intérieur de l'Ukraine que dans les stocks de ses alliés. Les missiles eux-mêmes peuvent aussi coûter bien plus cher que les Jerins, ce qui en fait une solution loin d'être idéale pour abattre ces nuisibles bruyants et destructeurs. À la base du réseau de défense antiaérienne en couche se trouvent des groupes de tir mobiles. Il s'agit essentiellement de petites unités mobiles sur des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. Ils sont nombreux, très mobiles, rapides à déployer, et des systèmes comme le Flakpanzer Gepard allemand se sont révélés très efficaces pour abattre les variantes courantes de Gerin, ainsi qu'une multitude d'autres drones de reconnaissance russes et de munitions rôdeuses. Le Gepard est équipé de 2 canons automatiques, Ehrlikon KDA de 35 mm tirant à une cadence combinée de 1100 coups par minute. Associé à un radar de surveillance en bande S avec une portée de détection d'environ 15 km et à un radar de poursuite en bande Q, il est parfaitement adapté pour engager des drones rapides volant à basse altitude comme les variantes Gerin et Gerin 2. Le Gepard tire des munitions de 35 mm explosives et sous-calibrées qui explosent près de la cible ou la traversent à une vitesse extrême, créant un nuage dense de fragments sur la trajectoire de vol du drone. Le résultat est une probabilité de destruction très élevée contre les drones et les munitions rôdeuses. Plus important encore, un seul obus Ahead est estimé à environ 1000 $ contre les Gerin, dont le coût est estimé entre 20 000 et 100 000 $ selon la variante, l'ogive et les autres caractéristiques incluses. Cette munition est également beaucoup plus abondante et rapide à produire que les missiles intercepteurs. Cela signifie que, comparé au système à base de missiles, le Gepard offre un faible coût par cible détruite, permettant à l'Ukraine de préserver ses stocks de missiles limités et coûteux pour des menaces à plus fort impact, comme l'arrivée de missiles Iskander. En raison de ces avantages, le Gepard et d'autres systèmes mobiles similaires à base de mitrailleuses sont devenus des éléments clés de la défense anti-drone de l'Ukraine. Cependant, il existe des limites. Bien qu'ils soient rapides et peu coûteux à déployer, et dont idéaux pour des opérations de tir et de repli, les mitrailleuses ne peuvent engager des cibles qu'à des altitudes limitées et à des vitesses relativement faibles, parfaites pour se défendre contre les Gerin 1 et Gerin 2 standards volant à basse altitude et vitesse modérée. Cependant, ces derniers mois, les Russes ont adapté les Gerin pour qu'ils volent à des altitudes beaucoup plus élevées, hors de portée des mitrailleuses. Les nouveaux drones Gerin 3 sont également à réaction, contrairement aux versions précédentes à hélice, ce qui augmente considérablement leur vitesse de croisière et rend plus difficile leur interception par des balles et des obus plus lents. En plus d'une douzaine ou plus de missiles russes, la défense aérienne ukrainienne doit faire face chaque nuit à un nombre compris entre 100 et 600 drones à longue portée. Beaucoup d'entre eux sont des drones leurres, Gera, bien moins chers, spécialement conçus pour distraire et épuiser les précieuses défenses aériennes, tandis que les Gerin porteurs de charges utiles profitent des brèches ainsi créées. Si ces drones volent hors de portée de ces défenses basées sur des canons, l'Ukraine se retrouve essentiellement avec 2 mauvaises options. Utiliser ces missiles limités et coûteux pour les abattre, ou se préparer à l'impact. C'est un défi difficile à surmonter pour l'Ukraine. Il lui faut un tueur de drones qui ait la portée d'un missile intercepteur, mais qui soit aussi rapide et économique à produire qu'un obus. En réponse à ce défi, l'Ukraine a introduit une nouvelle couche dans sa guerre anti-drone, et c'est sans doute celle qui est la plus prometteuse, les drones intercepteurs. En substance, cela consiste à utiliser de petits drones rapides et bon marché pour abattre les Gerons beaucoup plus grands et d'autres munitions rôdeuses russes, comme le BM-35 Italmas. C'est une solution ingénieuse qui résout les 2 aspects du problème. Premièrement, les drones utilisés comme projectiles pour détruire les Gerons sont essentiellement des drones FPV modifiés, du même type que ceux utilisés partout par l'Ukraine sur la ligne de front. L'Ukraine produirait, selon les rapports, des centaines de milliers de ces drones chaque mois, depuis 2024. Donc, produire des milliers de drones intercepteurs chaque mois n'est pas seulement tout à fait faisable, mais cela se fait en grande partie sans assistance étrangère. Ces drones intercepteurs coûtent également généralement seulement entre 3 000 et 5 000 $ à produire. Cela coûte plusieurs fois plus qu'un obus de Gepard, mais reste bien moins cher qu'un gérant d'entrée de gamme à 20 000 $. Avec les nouvelles variantes améliorées à réaction Gérant 3 et Gérant 5, dont le coût est estimé à plus de 100 000 $, ces drones intercepteurs bon marché représentent un moyen vraiment rentable de les neutraliser. Les preuves disponibles suggèrent qu'ils sont également assez efficaces,
avec un taux de réussite moyen de 68% selon le président Volodymyr Zelensky. En juillet, il a fixé un objectif de production de 1500 drones intercepteurs de type FPV par jour, et à la fin de l'année, cet objectif aurait été atteint. C'est un exploit impressionnant, et cela permet probablement à l'Ukraine de constituer un stock. Bien que la Russie aurait la capacité de produire 500 Gérons et Gaberas par jour, elle n'en utilise généralement qu'une fraction lors de ses raids nocturnes, ce qui signifie qu'elle constitue presque certainement elle-même un stock. Si la Russie décide un jour de lancer les méga-attaques impliquant des milliers de Gérons, souvent prévus mais jamais réalisés, un important stock de drones intercepteurs vaudra son pesant d'or. En effet, avec autant d'attention portée sur les drones intercepteurs en Ukraine, de nos jours, et compte tenu de ces difficultés bien documentées à obtenir de manière fiable des systèmes haut de gamme et des missiles intercepteurs auprès de ses partenaires, quelle est la place du Tempest dans son dispositif de défense aérienne ? Eh bien, pour commencer, il n'est pas clair combien de systèmes Tempest l'Ukraine possède déjà. Les images révélées jusqu'à présent ne confirment qu'un seul système, et étant donné la nouveauté générale du système, il est très peu probable qu'il y ait plus de 2 Tempest actuellement en service actif dans les forces armées ukrainiennes. Si le système est aussi efficace que l'affirme Shorty et déployé à grande échelle, il pourrait parfaitement compléter la défense aérienne ukrainienne comme une couche supplémentaire plus indirecte. Si les drones intercepteurs comblent l'écart entre missiles et canons, la mobilité et la robustesse du Tempest pourraient combler un vide entre ces drones et les systèmes ukrainiens actuels de défense aérienne haut de gamme fondés sur des missiles. Pour la plupart, les systèmes terrestres haut de gamme de l'Ukraine, comme Patriot, Iris-T et autres, sont maintenus à bonne distance des lignes de front. Ils protègent les principales villes et installations à l'arrière contre les frappes de missiles russes, Iskander, Calibre, Kinzhal et KH-101, et sont utilisés avec parcimonie, en raison de la pénurie persistante de missiles intercepteurs de remplacement. Les Gepards ukrainiens et autres défenses mobiles, à base de mitrailleuses, se trouvent également principalement à l'arrière, protégeant les mêmes villes contre les gérants, qui accompagnaient généralement les frappes de missiles. Leur mobilité sur véhicules leur donne des capacités de tir et de repli, les rendant efficaces en première ligne. Pourtant, ce n'est pourtant pas là que la Russie envoie généralement ses gérants. La Russie utilise principalement des bombes planantes FAB, des drones FPV à fibre optique et de l'artillerie sur les lignes de front, pas des munitions rôdeuses. Les gérants sont destinés aux centrales électriques, aux navires chargés de céréales ukrainiennes et aux immeubles résidentiels à plusieurs étages, loin du carnage des lignes de front. Maintenant, dans le même contexte de défense de cibles de grande valeur à l'arrière, le Tempest n'apporterait probablement qu'une valeur marginale aux défenses aériennes de l'Ukraine, surtout dans les endroits où les systèmes Patriot ou Iris-T sont également déployés. Le missile Longbow du Tempest n'a qu'une portée d'environ 8 km contre 180 km pour le Patriot Pack 3 et 40 km pour l'Iris-T SLM. Son altitude efficace est également nettement inférieure, à 6000 mètres contre 36 000 mètres pour le Pack 3 et 20 000 mètres pour le SLM. Donc, ils ne sont vraiment efficaces que contre des cibles à basse altitude, et offrent une fenêtre d'engagement beaucoup plus courte que leurs homologues plus prestigieux. D'un autre côté, à moins de 150 000 $, l'unité les Longbow sont 2 à 4 fois moins chers que les missiles SLM, et bien moins chers que les Pack 3, qui coûtent entre 4 et 7 millions de $ chacun. Il est également probable qu'il existe d'importants stocks de missiles Hellfire disponibles pour être utilisés avec Tempest. En 2021, plus de 87 000 Hellfire, toutes variantes confondues, avaient été produits, et les estimations suggèrent qu'environ 10 000 à 14 000 d'entre eux étaient spécifiquement des missiles AGM-100 14L, Longbow, dont beaucoup semblent ne pas encore avoir été utilisés. Mais avec des Gepards plus rentables et des drones intercepteurs également en lice pour cibler les gérants volant à basse altitude, il est difficile de justifier un déploiement massif de Tempest à l'arrière. Cependant, sur les lignes de front et à proximité, le Tempest pourrait donner un avantage à l'Ukraine, un système de défense aérienne basé sur des missiles qui peut être rapidement déployé presque partout, tirer et disparaître avant même que les Russes ne sachent qu'il est là. Les lance-missiles sont installés de chaque côté du toit du véhicule, offrant au Tempest une plateforme de tir surélevée et équilibrée avec de larges arcs d'engagement. Les missiles Longbow sont tir et oubli. Une fois lancé, le véhicule n'a plus à rester en contact, ce qui réduit fortement le temps d'exposition de l'opérateur. Ils peuvent se replier juste après le lancement, puis se réarmer et se redéployer rapidement,
ce qui rend le Tempest idéal pour des opérations de frappe rapide et de repli, essentielles sur le champ de bataille. Au-delà de la mobilité offerte par son châssis 4x4, la légèreté du Tempest le rend également adapté à une utilisation en première ligne. En plus d'être acheminé sur place, il peut être déployé depuis des avions de transport, transporté par une logistique légère et entretenu avec des pièces du commerce. En additionnant tous ces avantages, on comprend comment une flotte de plusieurs dizaines, voire idéalement 100 Tempest réparties sur la ligne de front, pourrait faire une énorme différence pour l'Ukraine. Il fournirait à l'Ukraine un système de défense aérienne avancé, basé sur des missiles, permettant d'engager les Gérons plus près du front et plus loin de leurs cibles. La capacité du Longbow à frapper précisément des cibles terrestres, ainsi que des drones, signifie que le Tempest offrirait simultanément à l'Ukraine une capacité comparable à celle du HIMARS, avec une portée plus réduite et une puissance destructrice moindre, mais une mobilité bien supérieure et un coût de remplacement bien moindre. Comme tous les systèmes d'armes, il existe bien sûr quelques limites au Tempest, ou du moins, à ce que l'on sait de sa version actuelle et précoce. Le champ de vision limité du radar nécessite un réseau de capteurs plus vaste pour l'alerte précoce et l'information sur les cibles. Il n'est donc pas totalement autonome, ce qui peut être une faiblesse. De plus, la capacité d'emport de 2 missiles du Tempest signifie qu'il a une capacité limitée à répondre aux attaques de drones en essaim, à moins d'être déployé en nombre ou associé à des systèmes de soutien supplémentaires. Cependant, dans l'ère émergente de la guerre aérienne décentralisée et rapide, ces limitations doivent être considérées davantage comme des contraintes tactiques que comme des faiblesses stratégiques à ce stade. Sans aucun doute, comme tant d'autres systèmes d'armes, les capacités de l'actuel Tempest seront affinées et améliorées grâce à l'expérience de combat acquise en Ukraine. Si le Tempest tient ses promesses initiales en tant que tueur de Gérons, on peut s'attendre à le voir utilisé beaucoup plus largement, tant en Ukraine que possiblement par l'armée américaine également. Les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique ont rompu de nombreuses règles d'engagement habituelles. Toutes les parties impliquées dans ces conflits font un usage prodigieux des drones, aussi bien sur les lignes de front que pour des frappes à longue portée bien derrière celles-ci. Une course aux armements s'est engagée, les nations du monde entier s'empressant de développer les drones d'attaque les plus meurtriers, pouvant être produits à grande échelle et rentables. En même temps, une course aux armements tout aussi cruciale a émergé autour des technologies anti-drones. Également connues sous le nom de solutions QAS, les initiatives anti-drones vont de simples lance-filets portatifs bon marché à des systèmes de missiles avancés, coûtant des centaines de millions de dollars. Mais aujourd'hui, le géant suédois Saab a mis au point un concept unique qui a fait ses preuves sur le terrain et pourrait bien changer toute l'approche de l'OTAN en matière de lutte anti-drone. Le Loki. Alors, examinons de plus près le système Loki, ce qui en fait un concept aussi innovant, et comment il pourrait changer la guerre des drones de façon permanente. Aujourd'hui, la lutte anti-drone est devenue un secteur très lucratif. Une série d'incursions de drones dans l'espace aérien européen, du milieu à la fin de 2025, a révélé à quel point une grande partie de l'Europe était mal préparée à ce type de bombardement par essaim de drones, que l'Ukraine, et de plus en plus la Russie, ont été contraintes de repousser en permanence. Les systèmes traditionnels de défense aérienne à base de missiles, comme le Mime-104 Patriot et l'Iris-T, se sont révélés efficaces pour abattre des drones longue portée comme les variantes Shahid-Joran de la Russie. Efficaces, mais pas rentables. Il est impensable d'utiliser des missiles intercepteurs valant des millions pour détruire des drones coûtant des dizaines de milliers, surtout quand ces drones sont produits par centaines chaque jour, alors que les missiles ne sont fabriqués qu'en quelques centaines par an. Donc la course est lancée pour développer des solutions QAS. Entre 2026 et 2030, les membres de l'OTAN et leurs alliés proches devraient dépenser plus de 210 milliards de dollars pour des capacités de défense aérienne et antimissiles. Une grande partie de cette somme sera allouée à des systèmes haut de gamme comme Patriot, Iris-T et SAMP. La nécessité de se protéger contre des menaces de haut niveau comme les missiles de croisière russes et iraniens, ainsi que les missiles balistiques, est plus critique que jamais. Cependant, des milliards sont également investis dans des systèmes de défense aérienne spécifiquement axés sur les drones, en particulier ceux qui offrent un rapport coût-efficacité viable et qui sont faciles à produire en grande quantité et rapidement. Le dernier répertoire mondial des systèmes anti-drones Airspace 2026 recense plus de 1000 systèmes QAS, provenant de plus de 550 entreprises qui sont en cours de développement ou de production à travers le monde.
Le répertoire divise les systèmes en 11 catégories différentes. Des systèmes pour capturer les drones comme les lance-filets, les véhicules terrestres sans équipage, les systèmes de détection, les armes à énergie dirigée, les contre-mesures électroniques, ou ECM, les armes à feu, les systèmes intégrés, les drones intercepteurs, les missiles, les munitions et d'autres, y compris les logiciels. Mais contrairement à la plupart des systèmes répertoriés, il pourrait avoir du mal à classer Loki dans une seule catégorie ou une autre. Parce que ce qui rend ce système spécial, ce n'est pas une toute nouvelle méthode high-tech pour abattre des drones ou une utilisation innovante de l'IA. Au contraire, sa beauté réside dans l'assemblage pragmatique de composants existants et abondants, pour créer un système à la fois très efficace et économique. Saab n'a pas essayé de réinventer la roue, il n'en avait pas besoin. Leurs ingénieurs ont examiné les composants existants sur leurs étagères, conçus pour des usages totalement différents, et se sont rendus compte qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour produire le tueur de drones ultime. Cette décision amène les concepteurs de systèmes anti-drones du monde entier à se demander « Pourquoi ne pas faire ça ?» ou « Donnez-moi ça ?» Maintenant, le fait que ce soit Saab qui propose des solutions pragmatiques et innovantes à des problèmes militaires urgents ne devrait surprendre aucun observateur aguerri du complexe militaro-industriel mondial. Après tout, ils le font depuis des décennies. L'entreprise, dont le nom est l'abréviation de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ou Société suédoise d'aéronautique, a été fondée en 1937. Elle est ensuite devenue la première entreprise de défense en Suède, avec une capitalisation boursière dépassant 35 milliards de dollars. C'est de loin l'entreprise la plus importante du pays en termes d'envergure, d'innovation technologique et d'importance stratégique. Au fil des années, Saab a constamment proposé un éventail d'armes très recherchées dans le monde entier pour leur qualité, leur praticité et leur fiabilité. Les plus remarquables d'entre elles sont probablement le célèbre avion de chasse JAS-39, Gripen l'arme anti-char AT-4, le missile anti-navire RBS, 15 les drones navals de déminage Double Eagle, le fusil sans recul Carl Gustav M4, la station d'armes télécommandée Trackfire et les systèmes radars Giraffe. Les deux derniers éléments de cette liste sont maintenant réunis dans le nouveau système Loki. Loki a été présenté pour la première fois en février 2025 fruit d'une collaboration entre l'armée de l'air suédoise, l'administration suédoise du matériel de défense, FMV, Saab et d'autres partenaires. Il combine des technologies existantes dans un système modulaire qui peut être assemblé dans différentes configurations, comme des Lego. Le système intègre un radar mobile, le Giraffe 1X de Saab, avec une station d'armes télécommandée Trackfire, équipée de mitrailleuses lourdes et moyennes, ainsi que des composants de guerre électroniques. Cela signifie qu'il peut suivre à la fois des cibles physiques et des signaux dans le spectre électromagnétique, offrant ainsi une détection précoce et plusieurs options de neutralisation. Grâce à sa conception modulaire, d'autres accessoires, comme une arme à énergie dirigée par exemple, pourraient éventuellement être ajoutés assez facilement à l'avenir. Nous en reparlerons un peu plus tard. Actuellement, les composants connus du système sont déjà largement utilisés dans les États membres de l'OTAN et ailleurs, ce qui minimise les problèmes d'interopérabilité et facilite la formation des opérateurs. Prenons le radar, par exemple. La famille de radars Giraffe a commencé à être développée dans les années 1970, avec les premiers systèmes livrés en 1977. Ils ont été initialement développés en parallèle avec le missile solaire RBS-70. Les premiers radars Giraffe étaient des systèmes mécaniques, 2D et 3D, à impulsion Doppler, fonctionnant dans la bande GH et conçus pour détecter les aéronefs volant à basse altitude dans des environnements encombrés. Au fil du temps, la famille a évolué vers des systèmes numériques avancés, aboutissant au Giraffe Agile Multibeam, ou AMB. L'AMB est un radar 3D à réseau à commande électronique passive, ou PESA, qui a été largement exporté et utilisé aussi bien dans des rôles terrestres que navals, sous le nom de Sea Giraffe dans ce dernier cas. Mais le véritable bond en avant a eu lieu en mai 2014 lorsque Saab a dévoilé le Giraffe 1X, la variante utilisée dans Loki. Peut-être en clin d'œil au domaine émergent de la guerre par drone. Ce radar compact à réseau actif à commande électronique en bande X a marqué un tournant vers la mobilité, le déploiement rapide et la capacité multirôle. Le réseau ESA permet au radar d'orienter ses faisceaux électroniquement plutôt que mécaniquement. Cela signifie un balayage plus rapide, une fiabilité accrue et la capacité de suivre plusieurs cibles simultanément. Le radar ESA offre également un suivi tridimensionnel, ce qui signifie qu'il peut déterminer la distance, l'azimut et l'altitude d'une cible. Ceci est crucial face aux petits drones ou menaces à basse altitude, capables de se fondre dans les échos du sol. De plus,
Le traitement avancé du signal permet au système de distinguer les véritables cibles des oiseaux, du terrain et des effets météorologiques, améliorant ainsi la précision de détection dans des environnements encombrés. Le résultat est que le Giraffe One X offre une couverture à 360 degrés, avec un balayage complet du volume chaque seconde. Elle est suffisamment sensible pour détecter des cibles basses, lentes et petites, ou LSS, comme les drones, en plus de sa capacité de lutte contre les roquettes, l'artillerie et les mortiers. Cela inclut les roquettes, l'artillerie et les mortiers, ainsi que la fonction de détection et d'alerte. La version terrestre a une portée d'environ 76 km, tandis que la version navale a une portée d'environ 98 km. Plus récemment, le système de déploiement Giraffe One X a été ajouté en 2023, améliorant la transportabilité et l'état de préparation. Et en 2024, le module radar compact a été introduit, permettant à l'antenne de se replier dans le boîtier d'une simple pression sur un bouton. Avec un poids total du système inférieur à 150 kg, il peut être facilement déployé sur des véhicules légers, un mât ou des toits afin d'assurer une surveillance simultanée aérienne et de surface. Il peut être utilisé à distance ou localement et offre une intégration flexible avec les systèmes de commandement et de contrôle, ou C2. Il peut ainsi se connecter facilement à d'autres capteurs, réseaux, plateformes d'armes et outils d'aide à la décision pour permettre des opérations militaires coordonnées. Avec toutes ces fonctionnalités, il n'est pas étonnant que la demande pour le Giraffe One X soit élevée. Les États-Unis, la Suède, la Lettonie et le Royaume-Uni acquièrent tous le système, soit pour l'utiliser sur des véhicules légers, des unités tactiques, des sites fixes, ou pour l'intégrer à des plateformes navales. Maintenant, c'est aussi les yeux et les oreilles de Loki. C'est parfaitement logique. Les caractéristiques de la girafe sont parfaitement adaptées à une plateforme modulaire et mobile de lutte anti-drone comme Loki. Grâce à une forte demande nationale et internationale pour les différentes versions du Giraffe depuis près d'un demi-siècle, les chaînes de production de Saab sont efficaces et les stocks bien fournis. Du point de vue de Saab, pour Loki, la girafe est pratiquement une solution prête à l'emploi. Et c'est plus ou moins la même histoire avec un système d'armes qui tire sur les cibles identifiées par la girafe, la station d'armes télécommandée Trackfire, ou RWS. Comme pour la girafe, son choix était en quelque sorte une évidence pour Saab. Trackfire est un système d'armes et de capteurs télécommandés, spécialement développé par Saab pour être intégré sur des navires, des positions de défense fixes et des véhicules terrestres, c'est-à-dire sur des plateformes comme Loki. Le système a été présenté publiquement lors de l'exposition DSEI 2007 à Londres et est entré en service en 2012 dans la marine finlandaise, sa première grande utilisation. Cela s'est été suivi par un contrat en 2017 avec le FMV mentionné précédemment, qui a permis l'intégration du Trackfire au niveau national sur les Combat Boat 90 et d'autres plateformes navales. Et au moins 26 de ces bateaux ont fini en Ukraine. Depuis 2022, la Suède a envoyé à l'Ukraine 21 lots d'aide militaire directe d'une valeur impressionnante de 11,3 milliards de dollars. Cela comprenait des dons de systèmes d'armes avancés comme l'artillerie Archer, des chars Stridsvagn 122, des systèmes de défense aérienne et des bateaux CB-90 comme le Trackfire RWS. 10 CB-90 ont été livrés à l'Ukraine en février 2024 et 16 autres en janvier 2025. Il s'avère que ces intégrations Trackfire faisaient partie des dernières de l'ancienne configuration du système. La nouvelle configuration, sans aucun doute fortement influencée par l'expérience de l'Ukraine pendant la guerre, était sur le point d'être dévoilée. Le Trackfire Ares a également été dévoilé au DSEI, cette fois lors de l'édition 2025. Il est spécialement conçu pour les opérations QAS et convient parfaitement à Loki. Optimisé pour une grande précision et la protection de l'équipage lors des tirs en mouvement, il permet une rotation azimutale à 360 degrés, avec une élévation de moins 20 degrés, à plus 55 degrés. Ces spécifications ne sont pas très impressionnantes face au système RWS concurrent, qui offrent aussi un azimut à 360 degrés. Les variantes navales du Kongsberg Protector RWS et du Hanwha Defense Naval RWS coréen ont la même dépression de moins 20 degrés, mais une élévation légèrement supérieure de plus 60 degrés. Les variantes du Rheinmetall RMG-30 RWS offrent généralement une élévation allant de moins 15 degrés à plus 60 degrés, et le Aselson Stamp Naval RWS turc les surpasse tous, avec une plage de moins 15 degrés à plus 55 degrés. Voici le type d'informations présentes sur toute chaîne militaire YouTube. Sur The Military Show, nous allons plus loin pour vous révéler la véritable histoire. Alors, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer. Donc,
Le Trackfire pourrait être légèrement désavantagé par rapport à certains de ses rivaux, mais ce qui lui manque en amplitude, il le compense largement en précision. Il dispose d'une véritable ligne de visée indépendante stabilisée, ou silos pour faire court. Cela signifie que le module de capteur stabilisé indépendamment est découplé des axes de l'arme et donc isolé des effets du recul de l'arme. Cela permet à l'opérateur de maintenir une ligne de visée ininterrompue sur la cible, ce qui réduit considérablement les temps d'acquisition de la cible. La configuration unique du Trackfire Ares permet également à la cible d'être continuellement suivie pendant la séquence d'engagement, offrant un calcul balistique très précis et complet, y compris la prédiction 3D de la cible. Mais la véritable valeur réside peut-être ici. C'est un système modulaire, conçu pour être configurable, interopérable et déployable sur un nombre croissant de plateformes. 2 unités principales permettent de connecter d'autres éléments. La première est une unité de direction, ou DU, qui contient le module capteur, ou SM. L'UD se connecte à l'interface homme-machine, ou IHM, qui comprend l'affichage du tireur, le panneau de contrôle de tir, la poignée de commande et le suiveur vidéo. Cela signifie concrètement que l'équipage dispose d'une représentation visuelle puissante de l'environnement et de ses cibles à portée de main. Les opérateurs peuvent littéralement identifier les menaces, choisir la réponse appropriée et tirer sans jamais quitter des yeux leurs écrans. Un double poste de commandement facilite le partage des capacités, ce qui permet des temps de réaction encore plus courts et réduit le cycle capteur-tireur. De plus, le système est conçu pour être intégré à d'autres systèmes de plateforme, ce qui signifie que les données d'imagerie des cibles peuvent être transmises aussi bien au sein de la plateforme qu'entre différentes plateformes. En ce qui concerne la puissance de feu qu'il peut délivrer, la flexibilité est le maître mot du Trackfire. Une large gamme d'effecteurs d'armes peut être montée, souvent en combinaison les uns avec les autres. La variante Ares est équipée de série d'un canon HN Bushmaster M230 LF de 30 I113 mm, mais elle peut également utiliser la Browning. M2 HMG mitrailleuse lourde de 12,7 mm FN, Maguet 58 mitrailleuse polyvalente de 7,62 mm, MK19 de 40 I53 mi-pieds-watt, ainsi que les lance-grenades HNK GMG de 40 et 53 mi-pieds-watt et des missiles plus légers. Vous pouvez également installer des solutions complémentaires telles que des effecteurs non létaux et des brouilleurs. Dans le cas de Loki, l'ensemble comprend une Browning M2, une FN Mag 58, et des composants de guerre électroniques pour le brouillage. Toutes les autres armes mentionnées, ainsi que lanceurs de fumigènes, éblouisseurs, projecteurs, haut-parleurs et canons légers, peuvent aussi y être montés si besoin. Même le pack de base offre quelque chose que la plupart des autres systèmes anti-drones n'offrent pas. 2 options différentes de détection et d'engagement, le suivi physique et le suivi dans le spectre électromagnétique. Cela vous offre plusieurs options de neutralisation en plus de la détection précoce. Et cela contribue grandement à résoudre le problème majeur de l'OTAN, des réponses adaptées, en termes de coût, contre les petits drones peu coûteux. Maintenant, ce n'est pas seulement le coût des matériaux qui entre en jeu lors du développement de solutions de lutte anti-drone. Le temps nécessaire pour passer de l'idée à la mise en service sur le terrain est tout aussi préoccupant. Plus cela prend de temps, plus le produit final risque d'être coûteux. À cet égard, Loki a dû battre une sorte de record de l'OTAN. Il n'a fallu que 84 jours pour passer de l'évaluation à la livraison, un délai incroyablement court comparé à la plupart des systèmes d'armes. Loki a en fait été conçu comme une sorte d'expérience menée contre la montre pour voir à quelle vitesse les Suédois pouvaient évaluer et livrer un nouveau système de lutte anti-drone. L'expérience a clairement fonctionné. Ce qui n'était qu'une démonstration de l'industrie de la défense est devenu un sprint de 3 mois pour livrer un système mobile et adaptable aux unités de combat de l'armée de l'air suédoise. L'évaluation a commencé en janvier 2025 et moins de 3 mois plus tard, des unités opérationnelles ont été livrées, prêtes à être testées sur le terrain. C'est vraiment un véritable exploit de l'ingénierie militaire moderne. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, selon Carl Johan Bergholm, vice-président principal et responsable de la division surveillance de Saab. Ce n'étant pas un cycle de développement produit classique sur plusieurs années, nous avons adopté une approche innovante pour relever ce défi. En réutilisant des produits existants et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, nous avons concrétisé le concept très rapidement. Disposer d'un stock de composants de premier plan prêts à être intégrés au nouveau système aide évidemment beaucoup. Bien sûr, livrer un prototype est une chose. Il doit encore faire ses preuves sur le champ de bataille. Et dans le cas de Loki, c'est déjà fait. En septembre 2025, Saab a confirmé que Loki avait été déployé depuis 6 mois en Pologne.
Il avait été utilisé à la base aérienne de Malbork, où des forces suédoises de la 21e escadre puis de la 17e escadre étaient en mission pour l'OTAN. Leur mission était surtout de sécuriser les installations alliées, dont un centre logistique clé pour le transfert de l'aide militaire vers l'Ukraine. Alors, comment cela s'est-il passé ? La réponse officielle est, pragmatique et mesurée, comme on peut s'y attendre d'un officier suédois. Des opérations aériennes efficaces nécessitent une protection au sol solide. Les systèmes que nous avons déployés ont considérablement renforcé la sécurité de la base, tant pour nous que pour nos alliés, a déclaré le lieutenant-colonel Christian Bertelsen, commandant du contingent suédois en Pologne. Les photos du système offrent plus de détails. Les marquages sur le système indiquent l'interception réussie de 36 drones de type quadricoptère et de 17 drones à voilure fixe lors des tests radars. Les photos révèlent également la construction du système à la MacGyver. Le radar était simplement monté sur une palette et fixé avec des sangles élastiques. L'alimentation électrique était simple et pratique, les fils passant par une rallonge sûrement reliée à un générateur. À côté du radar se trouve un conteneur rouge équipé d'antennes, clairement le boîtier de brouillage. Il n'a pas été peint, ce qui reflète probablement l'accent mis sur la rapidité du projet plutôt que sur la finition. Maintenant, d'une part, cette approche pourrait poser certains problèmes à Saab lorsqu'il commercialise le Loki à travers le monde. Le système est actuellement en cours de formation au niveau du peloton par la 21e escadre suédoise, avec une intégration complète dans les unités de combat prévues d'ici la fin 2025. L'intégration à l'OTAN impose des normes plus strictes, telles que des pratiques de câblage conformes à la réglementation. D'après ces premiers modèles, certains éléments devront sans doute être améliorés avant un déploiement plus large. L'esprit de collaboration et l'approche agile utilisée pour créer Loki pourraient inspirer d'autres projets, et même influer sur la doctrine de l'OTAN. Selon le chef de l'armée de l'air suédoise, le général Jonas Wickman, c'est un exemple clair de la manière dont nous développons les capacités nécessaires et de sortir des processus habituels pour répondre vite aux menaces actuelles. Nous devons évoluer continuellement et trouver rapidement des solutions rapides et efficaces pour une armée de l'air plus forte. Nous ne savons pas combien cela coûte, mais Loki est évolutif et adaptable aux menaces changeantes, puisqu'il peut être encore amélioré avec des capteurs supplémentaires et des stations d'armement selon les besoins. Il peut même fonctionner pendant le redéploiement, assurant une protection continue tout en se déplaçant. Il s'intègre facilement dans une défense aérienne multicouche et est conçu pour élargir ses possibilités d'intégration et d'interopérabilité avec d'autres systèmes. Pour combien d'autres systèmes l'OTAN peut-elle en dire autant ? Ces caractéristiques pourraient être déterminantes dans les années à venir. Le modeste drone iranien Shahid a tellement changé la guerre que même les États-Unis ont été contraints de faire de la rétro-ingénierie sur ce drone pour créer rapidement leur propre équivalent. Aucun système n'égale la puissance des hauts de gamme comme le Patriot et le Tchad pour détecter et détruire les menaces aériennes. L'Ukraine pourrait consommer en quelques mois une année entière de production de missiles PAC-3 si elle pouvait s'en procurer. Peut-être que la nature de la guerre évolue si rapidement que l'ancien cycle de production de défense, long mais lucratif, n'est tout simplement plus viable. C'est trop cher et beaucoup trop lent. La guerre en Ukraine est devenue le champ de bataille de drones le plus intense de l'histoire de l'humanité. Rien qu'en 2025, la Russie a lancé plus de 1000 drones Shahad par semaine contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. L'Ukraine a riposté avec des quadricoptères bon marché, et même ses propres drones longue portée. Cela a créé un casse-tête mathématique pour les commandants et les tacticiens des deux camps. Comment justifier l'utilisation d'un intercepteur à plusieurs millions pour abattre un drone valant 50 000 $? Pendant ce temps, les systèmes anti-aériens existants étaient dispersés sur environ 1380 km de ligne de front, car ils devaient couvrir d'immenses étendues de terrain, s'étendant sur des dizaines de kilomètres dans chaque direction. Mais en 4 ans de guerre, l'Ukraine a réussi à créer des solutions innovantes à ce problème mathématique. Si les premiers rapports sont exacts, cette dernière solution pourrait être la réponse la plus élégante trouvée par l'Ukraine au problème des drones. Une arme laser appelée Sunray. Le 10 février 2026, l'Atlantique a publié un rapport décrivant une démonstration sur le terrain d'une arme que les soldats et ingénieurs ukrainiens avaient passé 2 ans à construire discrètement. Puis, exactement 1 mois plus tard, le 10 mars, le journaliste ukrainien Andriy Saprienko a publié des images de combat qui semblaient montrer une arme inhabituelle, utilisée contre une véritable cible russe sur le terrain. L'arme, qui utilisait de l'énergie dirigée, pouvait apparemment sectionner le câble à fibre optique reliant un drone russe à son opérateur et le faire perdre le contrôle sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré.
Ces images, ironiquement enregistrées par un drone militaire russe, montraient un faisceau ressemblant à une sphère lumineuse flottant dans l'air, même si cette apparence était principalement due à l'angle de la caméra et à la réflexion de la lumière. Pour certains, cela ressemblait tout de même à quelque chose tout droit sorti de la science-fiction. Mais en réalité, il s'agissait d'un faisceau laser dirigé, relativement simple mais puissant. Alors, penchons-nous sur cette nouvelle arme prometteuse, à partir de ce que nous savons et ce que nous pouvons déduire des images et des données. Sunray est techniquement la 3e arme laser publiquement confirmée que l'Ukraine a développée depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. La première était Trizoom, le mot ukrainien pour trident, que les forces des systèmes sans pilote du pays ont confirmé. Début 2025, comme étant capable de frapper des cibles aériennes à des altitudes supérieures à 2 km. La deuxième était Slim B, un système dont les spécifications techniques ont également été rendues publiques par le ministère ukrainien de la Défense lors de sa présentation. Les deux programmes ont été dévoilés avec des détails assez fournis, y compris la puissance de sortie et la portée effective. Mais en revanche, la révélation de Sunray s'est faite pratiquement sans fanfare, et la plupart de ces informations sont restées classifiées. Il n'existe aucun chiffre réel concernant sa puissance maximale, sa portée maximale déclarée, ou ses données de performance réelles sur le terrain. Ce manque d'informations est significatif, et nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles cela compte. Ce qui a été révélé, c'est la forme physique de l'arme, et elle essaie loin de ressembler à l'image habituelle d'une arme à énergie de type laser que l'on voit dans les films. Il n'y a pas d'appareil imposant, pas de générateur de la taille d'un camion, pas d'équipe de techniciens dans un bunker renforcé surveillant des consoles lumineuses. Selon la description de l'arme dans The Atlantic, Sunray ressemble à un télescope d'amateur avec une paire de caméras montées sur ses côtés. L'ensemble du système tient facilement dans le coffre d'une voiture standard. Lors de la démonstration, il a été utilisé depuis le capot d'un pick-up. Lorsque l'arme a été tirée, ou du moins lorsque l'ordre de tirer a été donné, le drone qui planait à quelques centaines de yards a commencé à brûler, et est tombé du ciel en décrivant un arc de feu en quelques secondes. L'arme elle-même était pratiquement silencieuse et inerte, sans aucune munition à utiliser. Ce dernier détail mérite d'être souligné, car il touche au cœur de la raison pour laquelle les armes laser suscitent autant d'intérêt, alors que l'Ukraine cherche des moyens de survivre à l'ère des drones. Chaque interception de missile coûte de l'argent à chaque tir. Chaque intercepteur est en soi un petit missile qui doit être fabriqué, acquis et testé. Cela créait auparavant un goulot d'étranglement naturel quant à la somme que l'Ukraine pouvait consacrer à la lutte anti-drone qui n'était pas purement électronique ou basée sur des drones. Essentiellement, en dehors de l'emploi de drones, l'Ukraine devait tenter de démanteler les réseaux qui maintenaient les drones connectés à leur opérateur. Et avec les drones et la fibre optique que nous avons commencé à voir dès 2024, cela est devenu pratiquement impossible si vous ne pouviez pas couper la connexion physique. Mais avec une arme laser comme le Sunray, tant qu'elle dispose d'une alimentation électrique, elle peut continuer à tirer à un coût par tir quasiment nul. Dans le même laps de temps qu'il faudrait pour déployer un intercepteur Patriot, un système laser pourrait théoriquement avoir engagé des centaines de cibles. Et le missile Patriot lui-même coûte des centaines de milliers de dollars et n'est utile que contre des avions ou des missiles de croisière à forte charge explosive que la Russie n'envoie pas vraiment en Ukraine. Ce calcul économique est extrêmement attractif dans un conflit défini par l'attrition industrielle. Maintenant, si la description d'un faisceau silencieux et invisible qui enflamme les drones en quelques secondes vous semble familière, c'est normal. Star Trek a présenté au public le concept d'armes à énergie dirigées dans les années 60. L'équipage de l'USS Enterprise utilisait des phasers, tirant des faisceaux d'énergie capables d'étourdir, neutraliser ou désintégrer des cibles à volonté. Plus tard, Star Wars nous a présenté les turbolasers, les canons de défense planétaire et l'arme à énergie dirigée de l'étoile de la mort, suffisamment puissante pour vaporiser une planète entière. Le genre a passé 6 décennies à imaginer des armes qui tuadent avec la lumière plutôt qu'avec du plomb. Bien sûr, Sunray est loin d'avoir les capacités de l'étoile de la mort, ou même d'un phaser capable de détruire une coque métallique renforcée ou un char. Le concept, qui vise à concentrer assez d'énergie sur un point pour chauffer et détruire une petite cible, est en développement depuis des décennies. Sunray doit simplement surchauffer l'électronique d'un petit drone, ou brûler son cadre mince en carbone à quelques centaines de mètres. La physique des armes de science-fiction est réelle, ne diffère que par l'échelle, mais cette petite échelle est exactement ce qu'il faut à l'Ukraine face aux essaims de drones quotidiens. Pour comprendre ce que signifie concrètement la capacité démontrée, prenons l'exemple de la vidéo de février. Un petit drone a été lancé et a volé sur une distance de quelques centaines de mètres. Le système l'a suivi de façon autonome, ses caméras verrouillant la cible.
Quelques secondes après que l'opérateur a donné l'ordre de tirer, le drone a simplement pris feu et est tombé. La vidéo de Mars ajoute une dimension différente. Dans ce cas, les armes semblent avoir visé non pas le drone lui-même, mais le câble à fibre optique, reliant le drone à son opérateur au sol. Couper cette connexion ne détruit pas le drone lui-même. Le drone n'explose pas. Il perd simplement l'alimentation et la connexion, puis tombe. C'est, sous certains aspects, une élimination plus élégante que brûler l'appareil. La cible est neutralisée silencieusement, sans risque collatéral dû à des débris en feu, et la seule chose détruite est un câble qui est déjà un problème environnemental. Bien sûr, il faut un certain saut d'imagination pour passer de ces deux scénarios hautement contrôlés à l'environnement réel du champ de bataille, mais le principe général qui sous-tend son utilité est solide. Les forces russes ont de plus en plus déployé ce qu'ils appellent des drones en attente, des drones qui planent ou rôdent près de la ligne de front, reliés à de longs câbles à fibre optique, qui transmettent les signaux à l'opérateur, contournant complètement le GPS et résistant au brouillage électronique. Ces systèmes sont devenus un problème croissant pour les forces ukrainiennes, car le brouillage conventionnel et le leurre GPS qui fonctionne contre les drones Shahed et les quadricoptères commerciaux ne fonctionnent tout simplement pas contre un drone piloté directement via un câble physique. Un laser capable de cibler ce câble et de le brûler en quelques secondes offre une solution à un problème qu'aucun système existant ne gère aussi proprement. À l'extrémité la plus faible du spectre des menaces, de petits quadricoptères commerciaux modifiés pour larguer des grenades ou transporter des ogives à charge creuse sont devenus des armes tactiques emblématiques de la guerre, terrorisant les positions d'infanterie sur tout le front. Ces drones sont bon marché, nombreux et difficiles à abattre avec des armes conventionnelles. Un laser de défense ponctuel capable de brûler silencieusement un drone en quelques secondes après sa détection, sans produire de bruit révélant la position de l'opérateur et sans consommer de munitions, représente un outil convaincant au niveau de la compagnie ou du bataillon. Placez-le sur un véhicule, alimentez-le avec un générateur et laissez le système de suivi par intelligence artificielle faire le travail. Chaque petit drone FPV qui s'approche de la ligne défensive devient une cible potentielle et chaque engagement ne coûte pratiquement rien. Passons maintenant aux chiffres, car c'est là que l'histoire de Sunray devient vraiment remarquable. Le rapport indique que Sunray est en développement depuis 2 ans environ, et que le prototype aurait coûté plusieurs millions de dollars. Le coût unitaire prévu d'un modèle de production s'établirait à plusieurs centaines de milliers de dollars. La comparaison la plus proche que nous ayons est le système Helios de la marine américaine, qui signifie laser à haute énergie, avec éblouisseur optique intégré et surveillance. Helios a été développé par Lockheed Martin dans le cadre d'un contrat signé en 2018 d'une valeur de 150 millions de dollars. Cela concerne uniquement le coût du contrat de développement, pas le coût unitaire pour déployer le système sur toute la flotte. Certaines analyses du programme Helios, y compris options et travaux ultérieurs, estiment que le coût total pourrait approcher 1 milliard de dollars. Le système américain est impressionnant, et opère à une puissance que le prototype ukrainien ne peut probablement pas égaler. Mais pour la mission spécifique que l'Ukraine doit accomplir, comme abattre de petits drones près de la ligne de front, le système ukrainien est probablement beaucoup plus rentable. Ce calcul des coûts devient encore plus frappant lorsque l'on place Sunray à l'ensemble des armes laser à haute énergie développées en Occident en 2025. Rheinmetall et MBDA d'Allemagne développent un démonstrateur laser embarqué sur navire depuis au moins 2019. Début 2026. Ce programme avait terminé une année d'essai en mer et plus de 100 tests de tir réels. Pourtant, sa commission budgétaire tirait déjà la sonnette d'alarme concernant un coût prévu de 462 millions d'euros, soit environ 548 millions de dollars au taux de change actuel, rien que pour la phase de démonstrateur. Pendant ce temps, la société australienne Electro-Optic Systems propose son arme laser Apollo de 100 kW, qui a obtenu en août dernier le premier contrat d'exportation connu pour un système laser de ce type, avec les Pays-Bas comme acheteurs. Ce sont des systèmes puissants et matures, conçus selon les normes exigeantes des programmes d'acquisition occidentaux, avec des exigences de fiabilité, d'interopérabilité et de longévité qui augmentent considérablement leurs coûts et leur délai de développement. Pour découvrir les systèmes occidentaux, abonnez-vous à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos sur les avancées majeures en technologie militaire. Au lieu de cela, le Sunray ukrainien occupe une place à part. Des armes peu coûteuses qui peuvent être déployées en grand nombre, construites rapidement dans des conditions de guerre, et qui sont efficaces contre les menaces spécifiques posées par les drones qui tuent les soldats en première ligne.
Si l'Ukraine parvient finalement à produire le Sunray à grande échelle, et c'est loin d'être garanti, les implications stratégiques pourraient être significatives. La défense aérienne ukrainienne moderne est structurée en couches. Les systèmes longue portée, tels que le Patriot, interceptent les missiles balistiques et de croisière. Les systèmes à moyenne portée contre les frappes à moyenne distance. À courte portée, des équipes d'infanterie munies de mitrailleuses, de kits de guerre électroniques et de filets improvisés pour attraper les drones gèrent la menace des essaims de drones qui franchissent les autres défenses. Sunray pourrait intégrer cette couche de courte portée comme une défense ponctuelle silencieuse et sans munitions, préservant les stocks de missiles que l'Ukraine tente de reconstituer. Un modèle de production coûtant quelques centaines de milliers de dollars permettrait de déployer largement l'arme sur les positions des brigades et bataillons. Même en quantité modérée, un réseau d'unités Sunray réparties le long de la ligne de contact représenterait une amélioration significative des défenses anti-drones à courte portée de l'Ukraine. Et cela se ferait sans alourdir la facture des intercepteurs, qui a été l'une des principales pressions financières de la guerre. La trajectoire de développement de Sunray est également assez particulière. Cela illustre un schéma récurrent dans l'histoire de l'innovation en temps de guerre en Ukraine. Le programme aurait commencé environ 2 ans avant la divulgation publique de février 2026. Ce calendrier situe ses origines au début de 2024, une période où la Russie intensifiait de manière spectaculaire ses campagnes de Shahed, et où les réserves de défense aérienne ukrainiennes étaient déjà sous forte pression. Les ingénieurs qui ont construit Sunray n'avaient pas le luxe d'une phase de développement sur plusieurs années, d'un processus d'appel d'offres pour la fabrication, de multiples discussions d'autorisation au Congrès, ni d'une décennie de tests. Ils ont identifié un besoin, construit, puis itéré, jusqu'à obtenir un résultat assez performant pour le montrer à un journaliste d'une grande publication mondiale. Comparez cela à la manière dont des programmes similaires d'énergie dirigée ont évolué en Occident. La marine américaine développe des armes laser sous diverses formes depuis plus de 20 ans. Le démonstrateur laser embarqué allemand est en développement depuis au moins 6 ans, sans atteindre le déploiement opérationnel. Le programme Dragonfire du Royaume-Uni, qui a démontré avec succès sa propre arme laser lors d'une série de tests en 2024, est en développement depuis 2017. L'Occident dispose de systèmes d'acquisition de défense beaucoup plus lents, conçus pour minimiser les risques, garantir l'interopérabilité au sein de structures complexes alignées et fournir des armes qui resteront en service pendant 30 ans. Mais cela est pratiquement incompatible avec le rythme auquel la menace des drones évolue en Ukraine. Quand une arme à énergie dirigée occidentale sera développée, les ingénieurs russes en drones auront déjà lancé 2 ou 3 générations d'amélioration. L'Ukraine ne peut attendre la perfection et a besoin de solutions suffisamment bonnes dès maintenant, en nombre suffisant pour faire la différence. C'est précisément cette culture qui a permis certains des progrès majeurs en Ukraine, et qui lui a permis de survivre face à un désavantage numérique important. L'industrie de défense ukrainienne, en temps de guerre, n'optimise pas pour la longévité, l'interopérabilité ou le confort des responsables des achats. Elle optimise pour mettre quelque chose de fonctionnel sur le champ de bataille avant l'arrivée de la prochaine vague de Shahed. Cela dit, il y a quelques problèmes possibles avec le système. La démonstration a montré un petit drone détruit à quelques centaines de yards et des images suggéraient une coupe de câble alimentée à une portée similaire. Aucune démonstration ne fournit les données nécessaires pour répondre aux questions clés de la planification de la défense aérienne. Quelle est la portée maximale effective du système et dans quelle classe de puissance fonctionne-t-il ? Comment fonctionne-t-il sous brouillard, pluie, poussière ou fumée, omniprésent sur un champ de bataille ukrainien ? Quelle est sa rapidité à suivre et engager une cible rapide comparée à un drone stationnaire ? La Rand Corporation, dans un rapport publié en décembre 2025, a qualifié les armes à énergie dirigée de relativement immatures et pas une option viable à l'heure actuelle. Les limitations mentionnées sont exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Des besoins importants en énergie et en infrastructure, l'incapacité d'engager des cibles au-delà de la ligne de mire, et une forte dépendance à des conditions atmosphériques claires. L'énergie laser est également dispersée par la vapeur d'eau, la poussière et les aérosols. Le système fonctionne souvent très bien lors des essais, mais ceux-ci se déroulent généralement sous un ciel clair ou avec des simulations limitées de mauvaises conditions météo. Dans la réalité, il est difficile de prévoir son comportement. Il y a aussi la limite fondamentale de densité de puissance imposée par la physique. Pour abattre un petit quadricoptère en vol stationnaire à quelques centaines de mètres, il faut concentrer une certaine énergie sur une petite cible en peu de temps. Abattre un Shahed 136 qui vole à 177 km/h à près d'1,5 km nécessite plus d'énergie, un suivi plus précis
et un temps d'exposition plus long sur la cible. Actuellement, il semble qu'il n'y ait aucun moyen réaliste pour que Sunray y parvienne un jour, dont l'Ukraine l'utiliserait probablement uniquement contre de petits drones à courte distance. Mais ce n'est pas un détail mineur. Les Shahed sont l'arme qui a causé le plus de dégâts cumulatifs aux infrastructures ukrainiennes, à la vie civile et aux systèmes énergétiques. Ce sont les drones qui ont plongé les villes ukrainiennes dans l'obscurité en plein hiver, qui ont détruit des centrales électriques et des sous-stations, qui ont tué des civils endormis chez eux. Si Sunray ne peut pas intercepter les Shaheds, ce n'est pas le dôme de fer de l'Ukraine. Ce sera un outil de défense ponctuel contre les menaces de drones à courte portée, potentiellement important. Mais ce ne sera qu'un composant parmi d'autres dans un système multicouche, et non la pièce maîtresse. Les responsables ukrainiens évoquent ce système en couches pour décrire l'orientation du développement de la défense aérienne du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait chargé Pavlo Yelizarov, le nouveau commandant adjoint de l'armée de l'air, de mettre en place un dôme national intégré au-dessus des infrastructures critiques. D'ici l'été 2026, un délai que les initiés jugent extrêmement serré. Ce dôme, tel qu'il est conçu, combinerait des systèmes laser Sunray Type pour une utilisation à courte portée avec le système de drone intercepteur autonome C10 de C et Naudi, qui lance des intercepteurs verticalement et les guide vers leur cible à l'aide de caméras embarquées et de l'IA. De plus, le Peonson de Skyfall est un drone intercepteur réutilisable qui a déjà accumulé un palmarès de plus de 1000 destructions en combat. Le nombre limité de missiles occidentaux, Patriot, NASAM, Iris-T, est préservé pour les cibles les plus difficiles. Les missiles balistiques et de croisière avancés représentent des menaces que ni drone intercepteur ni laser à courte portée ne peut gérer. Tout ce qui coûte moins cher est pris en charge par la défense la moins coûteuse. Il reste encore quelques grandes questions à résoudre. Les spécifications techniques manquantes, comme la puissance, la portée et les performances par temps défavorables, sont toutes des facteurs importants qui détermineront l'utilité de l'arme. Seuls ces chiffres permettront aux analystes d'estimer honnêtement combien de Sunray l'Ukraine doit acquérir pour infléchir de manière significative la menace des drones à laquelle elle fait face, et le coût pour y parvenir. Jusqu'à ce moment-là, Sunray reste une expérience très prometteuse qui a surmonté des obstacles importants, plutôt qu'une solution à un problème. Mais en dehors de ces problèmes, il est clair que l'Ukraine a démontré à maintes reprises tout au long de cette guerre qu'elle a la capacité de combler les écarts technologiques. Cela aurait semblé impossible il y a 5 ans, mais ils l'ont accompli plus vite, et pour une fraction du coût des programmes occidentaux comparables. 2 ans, entre le concept et la démonstration sur le terrain. Quelques millions de dollars pour un prototype, quelques centaines de milliers par unité à l'échelle de production. Un système capable de détruire silencieusement un petit drone en quelques secondes sans tirer une seule munition, ni laisser de signature révélant la position de l'opérateur à l'ennemi. Les Shahids d'Iran n'agissent pas comme prévu. Des débris tombent lorsque ces drones sont détruits, mais ce ne sont pas que les missiles et canons américains qui pulvérisent les Shahids. Une arme américaine, qui ne devrait même pas encore exister, détruit instantanément celle de l'Iran. C'est une arme futuriste digne d'un film de science-fiction. Elle ne devrait pas exister, pourtant elle existe, et elle rend toutes les armes de l'Iran obsolètes. La guerre des lasers a commencé. L'Iran n'a pas de réponse à cela. Selon le New York Post, un destroyer de la marine américaine naviguant au large des côtes du Moyen-Orient a été équipé d'une arme jamais vue auparavant. Ce n'est pas un lanceur de missiles, ni un nouveau type de canon capable de tirer des milliers de coups par minute contre les essaims de drones Shahid iraniens. C'est quelque chose de bien plus futuriste que cela. Il s'agit d'un système de contrôle que le poste présente comme le laser à haute énergie, avec éblouisseur optique intégré et système de surveillance, ou Helios. De nombreux éléments concernant ce système laser seront abordés bientôt. Mais l'essentiel, c'est que Helios est un système naval que les États-Unis peuvent utiliser pour tirer des faisceaux laser sur des drones et d'autres cibles aériennes. Ces lasers détruisent instantanément leurs cibles, prouvant que les États-Unis n'ont pas à dépenser des millions en missiles pour abattre des drones iraniens bien moins coûteux. C'est un coup dur pour la stratégie militaire vacillante de l'Iran. Les drones et lance-missiles sont tout ce qu'il reste à l'Iran après que les États-Unis ont démantelé son infrastructure militaire, supprimant environ 80% de la capacité offensive du pays, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. L'Iran a perdu 60% de ses lancements de missiles au 12 mars. Près de 80% de ses défenses aériennes ont été détruites, laissant l'Iran presque sans défense contre les missiles et bombes américains et israéliens frappant quotidiennement son territoire. Le régime iranien avait besoin de ces drones. Maintenant, les États-Unis ont trouvé la contre-mesure idéale.
Ce que nous savons sur Helios vient de son fabricant, Lockheed Martin. L'Hélios est une nacelle sur un navire de guerre qui tire des lasers à haute énergie sur les cibles en approche. Ces faisceaux atteignent au moins 60 kW Lockheed Martin, affirmant que la lumière destructrice est un laser à fibres combinées spectrales capable de transpercer les coques des drones et d'aveugler les capteurs et viseurs intégrés à ces drones. Un haut degré d'automatisation est clairement présent ici. Helios utilise des algorithmes éprouvés et des optiques haute puissance pour frapper ses cibles, ce qui suggère que l'arme suit et attaque très probablement de manière indépendante, sans intervention humaine. L'idée est de mettre une nacelle Helios sur un navire pour qu'elle tire des lasers sur toute menace aérienne. Le système présente également de nombreux avantages, comme l'a souligné Lockheed Martin en 2021. Le système Helios, avec sa grande réserve de tir, son faible coût par cible détruite, sa vitesse de frappe à la vitesse de la lumière et sa précision de réponse lui permet de répondre dès maintenant aux besoins de la flotte. Et cette architecture mature et évolutive permet d'augmenter la puissance du laser pour contrer d'autres menaces à l'avenir, a déclaré la société. Traduction du discours marketing. Helios ne coûte presque rien, peut tirer aussi longtemps qu'il a de l'énergie et va encore s'améliorer à l'avenir. Le New York Post précise qu'une interaction humaine avec Helios est possible, notamment via sa tête orientable. On peut supposer que cela signifie que les opérateurs du navire de guerre équipé d'Helios peuvent diriger la nacelle laser vers les cibles avant que les systèmes automatisés ne prennent en charge le tir. Cela semble trop beau pour être vrai, ou un cauchemar pour le régime iranien. Mais nous savons que cela fonctionne, car les tests sont là pour prouver que Helios est bel et bien efficace. Les États-Unis pourraient aussi disposer d'une autre arme futuriste. Mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Côté test, Naval News a rapporté début 2025 que la marine américaine avait effectué un test avec Helios vers la fin de l'année précédente. Ce test a vu les États-Unis tenter de frapper une cible simulant un missile de croisière depuis l'USS Preble. Nous en savons peu, car le rapport annuel 2024 du directeur des essais opérationnels et de l'évaluation, qui a confirmé les tests de l'arme laser, n'a pas donné plus de détails. Les États-Unis ont au moins collecté des données sur la réaction d'Helios à une menace de type missile, utile pour le développement d'un système que Lockheed Martin affirme pouvoir améliorer avec le temps. Le Navy Times a donné une interprétation un peu différente de ce rapport 2024. Il affirme que le test de la marine américaine a effectivement été un succès, bien qu'il ait été mené contre un drone plutôt que contre une arme de type missile de croisière. Le New York Post indique aussi que début février, la marine américaine a utilisé l'Helios lors de tests réussis détruisant 4 drones. Pour revenir au Navy Times, il a publié une photographie, apparemment tirée directement du rapport, qui montre une énorme traînée de lumière blanche sortant de l'USS Preble, ce qui nous donne une idée de la puissance de ce laser. Ce n'est pas un simple rayon lumineux comme dans une bombe laser. C'est un jet continu de lumière blanche incandescente qui est déchaîné depuis exactement le type de navire que l'Iran cible avec ses drones Shahid. Helios fonctionne clairement et, d'après le New York Post, il a été utilisé contre les essaims de Shahid iraniens. Mais il y a 2 réserves. D'abord, les États-Unis n'ont pas confirmé officiellement l'utilisation de Helios en Iran. Ce que nous avons jusqu'à présent, ce sont des photographies de ce qui semble être un système Helios installé sur un destroyer de la marine américaine, ainsi que des rapports épars concernant l'utilisation des armes laser. Quant à la deuxième réserve, il est également possible que Helios ait été mal identifié ou qu'il soit accompagné d'une autre arme laser qui renforce la puissance de feu futuriste que les États-Unis déploient en Iran. Quelle est cette arme? Nous allons tout vous expliquer dans un instant. Pendant que vous y êtes, vous regardez l'émission militaire. Si vous aimez ce type d'analyse et de reportage, abonnez-vous. Nous analysons tout cela de cette façon, chaque semaine. Quant à l'autre arme, c'est Odin. Le 13 mars, le New York Times a signalé que la présence d'Helios sur un navire de guerre près de l'Iran pourrait être une erreur. Le média cite Jared Keller, l'auteur de la newsletter Laser Wars, qui affirme que la nacelle laser vue sur la photo partagée par le New York Post est en réalité Odin et non Helios. Dans ce cas, nous devons reconsidérer ce que les États-Unis tirent depuis leur navire. Je fais à peine un jeu de mots. Odin n'est pas vraiment un tueur de drones comme Helios, bien que ce soit aussi une arme laser. Odin se distingue par le fait que le faisceau qu'il émet est conçu pour désorienter les drones en approche, plutôt que de les détruire directement. L'objectif est de détourner ces drones pour qu'ils s'écrasent loin de leur cible. Un drone désorienté pourrait devoir ralentir, devenant ainsi une cible plus facile pour d'autres armes comme les canons et missiles. Le site Army Recognition a rapporté le 2 mars que des images provenant du premier jour de l'opération Epic Fury suggèrent qu'Odin a été déployé. Des images du commandement central des États-Unis, publiées le 28 février, montrent un destroyer de classe Arleigh Burke lançant des missiles Tomahawk sur une cible.
Mais on remarque difficilement sur ces images qu'un système laser Odin semble avoir été déployé lors de cette frappe, apparemment en soutien au Tomahawk. Selon le média, Odin apparaît sur les images, identique à celle du New York Post lors de ses affirmations sur la présence d'Hélios sur un navire de guerre américain. Cela change tout quant à l'emploi de lasers par les États-Unis pour détruire directement les drones iraniens. Mais cela ne change pas grand-chose en ce qui concerne l'utilisation efficace des lasers pour abattre les essaims de Shahid. Nous avons mentionné plus tôt qu'Odin n'est pas un système laser de destruction directe, mais ce qu'il fait, c'est tirer un laser qui perturbe les systèmes, capteurs et caméras intégrés au drone. Il peut aussi perturber les systèmes aériens pilotés, car le laser provoque un éblouissement qui, s'il persiste ou se répète, peut empêcher un pilote d'effectuer des frappes ou des manœuvres. Odin est rapidement passé du concept à la réalité. Il a suffi de 2 ans et demi pour transformer l'idée initiale en une solution installable, et nous savons avec certitude qu'il est déployé sur l'USS Dewey selon Naval Technology. La marine américaine dispose d'un système pouvant forcer les Shahids iraniens à s'écraser dans le golfe Persique, ainsi qu'un laser pour aider d'autres opérateurs, comme les pilotes de l'US Air Force, à abattre les Shahids restants. On pourrait dire quelque chose sur le fait qu'Odin serait également utile contre les pilotes de chasse iraniens. Mais les États-Unis et Israël ont affaibli la vieille force aérienne iranienne, rendant ces chasseurs presque inutiles lors de l'opération Fureur épique. Un autre rebondissement possible, certains pensent qu'Israël s'est aussi lancé dans la course au laser. Le New York Post rapporte que des vidéos du ciel au-dessus de la frontière entre Israël et le Liban ont montré des roquettes lancées pour être détruites quelques secondes plus tard. C'est trop rapide pour qu'un missile lancé par des systèmes de défense aérienne puisse atteindre et frapper ses cibles. Ces contre-attaques ont été principalement attribuées à Israël et à son arme Iron Beam, conçue pour neutraliser les roquettes dans sa stratégie de défense aérienne multicouche. L'Iron Beam est plus puissant que Helios grâce à son laser de 100 kW. L'Iron Beam possède 2 lasers haute énergie, connectés à un radar de défense aérienne et à une unité de commandement et contrôle. Le système à double laser est particulièrement impressionnant. Il a été conçu pour que le laser de l'Iron Beam reste assez puissant face aux perturbations atmosphériques comme la pluie ou les nuages, qui peuvent fragmenter ou dévier le faisceau. En supposant que le système fonctionne comme il est censé le faire, il envoie un faisceau puissant d'environ le diamètre d'une pièce de monnaie droit au cœur de sa cible. Si l'Iron Beam est entré dans la guerre contre l'Iran, cela donne au régime jusqu'à 3 armes laser dont il doit se préoccuper. Israël affirme que l'Iron Beam n'est pas un facteur pour l'instant. Selon le Jerusalem Post, les FDI disent que l'Iron Beam n'a pas été utilisé contre l'Iran et n'est pas prêt pour un usage régulier. Mais des doutes pourraient être émis quant à cette affirmation, étant donné que différentes versions de l'Iron Beam ont été utilisées pour abattre 40 drones du Hezbollah à l'automne 2024, ce qui suggère que la technologie israélienne fonctionne bel et bien. Une mise à niveau en cours a peut-être mis la dernière version de l'Iron Beam hors service. Israël pourrait aussi dissimuler l'emploi de sa nouvelle arme laser et la réserver pour prendre par surprise les missiles et drones iraniens sans que l'Iran ne sache qu'elle est utilisée. Nous l'ignorons, mais les spéculations vont bon train. Comme si cela ne suffisait pas pour l'Iran, les États-Unis continuent d'utiliser des technologies futuristes au-delà des lasers qui détruisent les drones. La guerre spatiale a été déclenchée en même temps que la guerre des lasers, et c'est une autre partie du combat dans laquelle l'Iran ne peut tout simplement pas rivaliser. Le futur de la guerre est déjà là. Et nous expliquerons pourquoi vers la fin de la vidéo. Quelques jours après le début de l'opération Fureur épique, le président américain Donald Trump a fait une déclaration intéressante. Il a déclaré que l'armée américaine et les FDI peuvent frapper un site de lancement de missiles iraniens en moins de 4 minutes après un tir. Comment est-ce possible? Les forces alliées ont tellement détruit les capacités de missiles de l'Iran que les tirs, désormais plus rares, sont effectués à l'aide de lanceurs rapidement sortis, utilisés puis aussitôt dissimulés, aussi vite que l'Iran le peut. Pour que des frappes contre ces lanceurs aient lieu seulement 4 minutes après leur utilisation, les États-Unis auraient besoin d'un moyen d'identifier instantanément l'emplacement de ces lanceurs. Ils en ont un et il est déployé par l'US Space Force. C'est ce que rapporte le New York Post, après avoir interrogé l'ex-professeur du programme Space Force à Johns Hopkins, Brent David Zianik. Les États-Unis localisent les sites de lancement de missiles avec des satellites dotés de capteurs infrarouges détectant l'origine des tirs. Il ajoute que cette capacité est également utile d'un point de vue défensif, en précisant « Ils peuvent repérer les missiles et localiser précisément où se trouvent les lanceurs. Les missiles peuvent être interceptés et détruits, souvent avec des missiles patriotes. Les forces sur le terrain sont averties qu'une attaque est imminente afin qu'elles puissent se rendre dans des abris ou des bunkers. »
Des centaines de missiles iraniens ont été détruits grâce à cette technologie, qui détecte instantanément leur chaleur et permet leur interception par des missiles de défense aérienne, selon le Poste. Les États-Unis pourraient aussi utiliser cette technologie pour repérer les émissions infrarouges en Iran, révélant un lancement de missiles et leur permettant d'envoyer rapidement des avions de chasse ou de tirer à distance sur la cible après le lancement. Zianik ne précise pas quel système spatial les États-Unis utilisent à ces fins. Cependant, Sky Defender pourrait être une bonne hypothèse. La technologie inclut un radar au sol pour la surveillance spatiale et collabore avec Thales Alenia Space pour détecter les menaces de missiles. Les satellites en orbite terrestre utilisent des capteurs infrarouges pour détecter les lancements de missiles. Les données sur le lieu de lancement du missile peuvent être envoyées avant que celui-ci n'apparaisse sur d'autres radars terrestres. L'intelligence artificielle semble être utilisée pour optimiser le système. Essentiellement, les opérateurs américains au sol reçoivent des informations provenant de satellites de détection infrarouge qu'ils peuvent utiliser, apparemment avec l'aide de l'IA, pour trianguler les positions de lancement des missiles iraniens. Une fois l'emplacement identifié, les États-Unis attaquent et détruisent rapidement un autre site de lancement. Tout cela revient à un fait très simple pour l'Iran. Les guerres au laser ont commencé, et les guerres spatiales s'y ajoutent. Et aucune arme iranienne ne rivalise avec ce que les États-Unis déploient lors de l'opération Fureur épique. En particulier, les lasers Odin et Helios nous ont peut-être donné un aperçu de l'avenir du combat anti-drones. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve pour les fabricants d'armes est en train de devenir une technologie qui non seulement prouve sa viabilité, mais empêche activement les drones Shahid de l'Iran de faire ce que l'Iran attend d'eux, à savoir toucher suffisamment de cibles américaines pour convaincre l'administration Trump que poursuivre l'opération Fureur épique pourrait causer plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Les lasers peuvent tirer beaucoup plus rapidement que même le missile le plus rapide, et sur le plan des coûts, ils sont bien plus efficaces à utiliser que les missiles coûteux que les États-Unis ont utilisés par le passé pour contrer les drones iraniens. Ces missiles restent utilisés, mais avec l'amélioration des lasers américains, ils dépasseront inévitablement les missiles comme armes anti-drones. Comment en serait-il autrement? Le New York Times affirme que tirer avec un laser peut coûter aussi peu que 0,50$ par tir, alors qu'un seul missile intercepteur Patriot coûte plus de 3 millions de dollars aux États-Unis. En d'autres termes, des armes laser comme Helios pourront détruire plus de 850 000 drones Shahid avant que les États-Unis n'encaissent le même coup qu'avec un seul missile Patriot. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous assistons à l'avenir de la guerre anti-drones et les États-Unis en sont les pionniers en Iran en ce moment. Si davantage de systèmes Helios et Odin sont déployés et qu'Israël remet en service son Iron Beam, toute la stratégie de l'Iran basée sur les drones, du moins pour frapper les navires américains et Israël lui-même, disparaîtra. L'Iran dépend de ses Shahid. Il en avait lancé 2100 entre le début de l'opération Fureur épique et le 11 mars, selon RBC Ukraine. Si les drones bon marché de l'Iran sont désormais détruits par des armes laser dont l'utilisation coûte encore moins cher, alors ce qui était autrefois une stratégie rentable consistant à envoyer des essaims pour gaspiller des millions de dollars de puissance de feu américaine partira en fumée. Comme les Shahids sous les frappes d'Helios, en 2 semaines, les États-Unis ont changé pour toujours la donne du combat aérien. Les lasers et les satellites de détection infrarouge permettent aux États-Unis d'obtenir la supériorité aérienne et leur fournissent les mesures défensives nécessaires pour minimiser les frappes aériennes de plus en plus limitées de l'Iran. Imaginez la scène. Les tensions s'enflamment en mer de Chine méridionale et des coups de feu sont échangés entre les États-Unis et la Chine. Un porte-drone chinois, Jutian décolle et libère une nuée de dizaines de drones mortels qui foncent vers une base militaire américaine située quelque part sur la première chaîne d'îles. Les sirènes d'alerte retentissant sur la base et les forces de défense aérienne américaines réagissent rapidement. Mais au lieu que le ciel soit rempli de missiles anti-drones et de tirs, la base lance simplement une poignée de ses propres drones. Cela semble être une réponse totalement insuffisante. Comment ces quelques drones vont-ils pouvoir faire face à l'immense essaim de drones qui approchent? Mais à mesure que les drones américains s'approchent de l'essaim, les drones chinois commencent à tomber du ciel, désactivés et complètement inutiles. Les commandants chinois sont stupéfaits. Leur essaim a été vaincu, et ils ne peuvent qu'observer alors que les missiles guidés américains commencent à foncer vers le Jutian, qui bat en retraite à la hâte. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est bel et bien réel. Les États-Unis ont testé avec succès, et sont en train de déployer un nouveau système anti-drone capable de littéralement faire tomber les drones ennemis du ciel sans tirer un seul coup, ni les percuter directement. Le Coyote Block 3NK. Voici donc les coulisses de cette arme innovante et futuriste,
et comment elle pourrait s'avérer décisive lors d'un affrontement entre les États-Unis et la Chine, la Russie ou l'Iran. Des images publiées lors des essais de l'armée américaine au terrain d'essai de Yuma, en Arizona, début 2026, montrent le Coyote Block 3 NK, ce qui signifie non cinétique, en train de neutraliser un essaim de drone dans le ciel. Les essais, connus sous le nom de système intégré de neutralisation des aéronefs lents, petits et sans pilote, ou l'IDS, visaient à valider la dernière variante du Coyote lors d'attaques de saturation par drones particulièrement intenses. Environ 10 drones se sont approchés de différentes directions pour tester le capteur radiofréquence en bande Q, du radar d'appui et sa capacité à les suivre, ainsi que la capacité du Coyote à les verrouiller, à prendre des décisions et à engager la cible. Et d'après les images fournies par le fabricant Raytheon, les essais ont été un franc succès. Sur les images, les drones entrants tombent simplement du ciel lorsqu'ils s'approchent du Coyote. Aucun n'échappe à la destruction. Ensuite, pour couronner le tout, une fois sa mission accomplie, le Coyote les a guidés vers un grand filet d'où il peut être récupéré intact, puis réutilisé. Les tests indiquent que les drones Coyote Block 3 NK sont probablement prêts à être déployés, s'ils ne l'ont pas déjà été. Cela concrétiserait un processus qui a réellement commencé il y a environ 5 ans. En février 2021, le département de la défense des États-Unis, récemment rebaptisé département de la guerre par le président Donald Trump, a annoncé qu'il avait attribué à Raytheon un contrat de 33 millions de dollars pour développer une capacité de frappe autonome Coyote Block 3. Ce contrat, destiné à soutenir la future initiative Advanced Strike de la Marine, ou FAST, comprenait des travaux visant à atteindre une capacité de lancement opérationnel à partir de navires de surface sans équipage, ou USV, et de véhicules sous-marins sans équipage, ou UUV, et avait une date d'achèvement prévue pour février 2024. Des progrès substantiels ont manifestement été réalisés, car en avril 2022, le ministère de la Défense a annoncé une modification du contrat d'une valeur de 10 millions de dollars. Plus précisément, pour concevoir, construire et intégrer l'ensemble du tube de lancement Coyote Block 3 dans un UUV. Le contrat exigeait également que Raytheon acquiert et livre les systèmes aériens nécessaires à la démonstration du UUV, et fournissent un soutien en ingénierie des systèmes, en intégration et en test pour les frappes de précision à longue portée et à haut volume. Depuis les USV et les tirs HVLRPF, Raytheon devait aussi fournir du personnel de soutien sur le terrain, préparer les essais, coordonner la sécurité, gérer le programme et éventuellement intégrer des équipements gouvernementaux pour les charges utiles avancées et les essais. Tout cela était prévu pour la fin novembre 2023. Puis, en mai 2023, Raytheon a reçu un nouveau contrat à coût majoré avec honoraires fixes d'une valeur pouvant atteindre 147 millions de dollars pour achever ces modifications. Les travaux devaient désormais être terminés pour le jour de Noël 2024. Les images des derniers essais montrèrent les Coyotes lancés par des lanceurs au sol. Nous en reparlerons dans un instant. Donc, il n'est pas clair s'ils ont déjà été testés ou déployés sur les USV ou UUV de la marine. Mais le moment de ce dernier essai et son succès sont significatifs, non seulement pour ses implications militaires, mais aussi pour Trump et les actionnaires de RTX Corp, la société mère de Raytheon. En janvier 2026, Trump a publié un décret menaçant de restreindre les dividendes et les rachats d'actions des entreprises de défense américaines, à moins qu'ils n'améliorent leur performance de livraison. Le Pentagone a ensuite annoncé des évaluations de performance complètes de ces entreprises sous contrat, RTX Corp étant nommée comme l'une des principales entreprises visées. L'entreprise, ainsi que d'autres grands groupes de défense comme Lockheed Martin et Northrop Grumman, subit donc une pression pour augmenter la production d'armes, tout en maintenant les rendements pour les investisseurs, qui ont été, ces dernières années, pour le moins juteux. Le cours de l'action RTX a peut-être chuté de près de 1% dans les semaines qui ont suivi l'annonce de Trump, mais il a augmenté de plus de 60% par rapport à l'année dernière et de 175% par rapport à il y a 5 ans. Ainsi, livrer avec succès le Coyote Block 3 NK, même si ces essais interviennent plus d'un an après la date de livraison prévue, devrait largement contribuer à compenser les autres récents retards de livraison très médiatisés de Raytheon concernant les bombes planantes, AGM-154C, joint standoff, et les missiles SM-6. Et cela devrait satisfaire à la fois Trump et les investisseurs, surtout si l'on considère le potentiel militaire. C'est parce qu'à l'heure actuelle, le Coyote 3
est une arme unique, avec des capacités et des cas d'utilisation qui la distinguent des autres de sa catégorie. Et mettre en avant les systèmes d'armes nouveaux les plus intéressants et les plus importants, c'est notre spécialité ici à l'émission militaire, ainsi que des reportages de pointe et des analyses sur les derniers développements militaires dans tous les grands points chauds de la planète. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les véritables coulisses de l'actualité militaire mondiale. Comme son nom l'indique, le Coyote Block 3 est la troisième évolution de la plateforme Coyote. Les deux évolutions précédentes, Coyote Block 1 et Coyote Block 2, sont déjà utilisées par l'armée américaine, ce qui souligne à quel point cette plateforme est appréciée. Le Block 1 d'origine était le résultat d'un cahier des charges de 2004 de l'Office de la Recherche Navale de la Marine américaine, ou ONR, pour un drone aérien sans pilote lancé par Sonoshoot, ou SLUAV. Il s'agissait d'un véhicule jetable, stocké dans un distributeur standard de sonobouées aéroportées, et lancé depuis celui-ci. Sa mission principale était de fournir aux avions de patrouille, P3C, Orion une capacité de surveillance à distance. Advanced Ceramics Research Incorporated, qui a ensuite été racheté par Raytheon, a obtenu le contrat et a livré le Coyote, dont le vol inaugural a eu lieu en 2007. Le Coyote est conditionné dans un conteneur, pouvant être lancé depuis des navires via des distributeurs standards de sonobouées, ou depuis le sol avec un lanceur pneumatique tubulaire. Une fois que le conteneur a été éjecté du distributeur, un parachute se déploie, et le conteneur est séparé de la cellule de l'appareil. Ensuite, les deux paires d'ailes du drone, les deux dérives verticales et les pales de l'hélice sont déployées. Le petit moteur électrique est mis en marche, et le pilote automatique initie une manœuvre de redressement. Le Coyote possède un système de navigation GPS pour des missions autonomes, mais peut aussi être contrôlé par liaison de données en visibilité directe. Bien que son utilisation initiale, et en fait actuelle, principale soit pour l'ISR, il peut également être équipé d'une ogive cinétique, et être converti en munitions rôdeuses. De plus, Raytheon a démontré avec succès les capacités de vol en essaim du Coyote, dans le cadre du programme Locus de l'ONR, une technologie de drone à faible coût, permettant à plusieurs UAV d'opérer ensemble de façon autonome en équipe. Et cette capacité s'étend également aux variantes, Block 2 et Block 3. Soit dit en passant, la personne au sein de la marine américaine, et en particulier de l'ONR, qui invente les noms de ces programmes, ne reçoit pas le crédit qu'elle mérite. Locust, comme nom pour un essaim de drone, où l'acronyme correspond si précisément au mot, c'est un travail sensationnel du département des désignations. Mais quoi qu'il en soit, bien que la capacité du Coyote à fonctionner en essaim en ait fait un candidat pour le programme Locust, sa vitesse relativement faible le désavantageait quelque peu. Surtout lorsqu'il était nécessaire d'engager rapidement des drones adverses rapides et en approche. Avec une longueur de 90 cm, une envergure de près d'1,50 m et un poids de 6 kg sans ogive, il a une taille idéale pour un drone lancé depuis un conteneur. Son plafond de 9000 mètres et sa portée de 130 km le rendent très utile pour surveiller et reconnaître une vaste zone. Cependant, sa vitesse maximale de 130 km/h et sa vitesse de croisière de 100 km/h ne sont tout simplement pas assez rapides pour affronter efficacement par exemple un drone Géron russe. Néanmoins, le Coyote Block 1 ou plutôt la version améliorée Block 1B est devenu un élément clé du système Howler QAS de l'armée américaine, qui est opérationnel depuis 2019. L'armée en a acquis des milliers pour les utiliser dans son système mobile intégré de lutte contre les drones lents, bas et de petite taille, appelé MLEADS, ainsi que dans le système fixe intégré de lutte contre les drones lents, bas et de petite taille, appelé FESLEADS. Et le corps des Marines des États-Unis a également commencé à utiliser le Block 1B dans le cadre de son système de défense aérienne terrestre, ou JBAD, contre les drones en 2018. Cependant, entre-temps, sans doute inspiré en partie par les expériences de la guerre en Ukraine, Raytheon a développé une version dérivée à réaction appelée Coyote Block 2. Contrairement à la version originale, qui était destinée aux missions ISR et en tant que munition rôdeuse, le Block 2 est un drone intercepteur, en fait un missile solaire guidé anti-drone. Il utilise un lancement assisté par fusée et est propulsé en vol par un petit turboréacteur. Au lieu d'ailes déployables, il utilise des virures sur le fuselage et 4 ailettes déployables pour la portance et la maniabilité. La ogive à fragmentation en tungstène est optimisée pour l'utilisation contre les petits podrones, qu'elle peut engager à une distance allant jusqu'à 14 km, avec une capacité de réattaque au cas où la cible éviterait un impact lors de la première tentative. De plus, avec une vitesse de 555 km/h, il est suffisamment rapide pour intercepter la plupart des gros drones entrants.
En conséquence, l'armée américaine a modernisé ses systèmes Howler, M-Leads et FS-Lead pour utiliser à la place les Coyote Block 2 et Block 3. En décembre 2023, l'armée a révélé son intention d'acheter 6000 blocs, 2 et 700 blocs, 3S, ainsi que 252 lanceurs fixes, 52 lanceurs mobiles, 118 radars, Q-band fixes et 33 radars mobiles. Raytheon a également été chargé de fournir un soutien pour l'entretien et la réparation d'au moins 15 systèmes Coyote, tant aux États-Unis que dans des sites avancés non précisés à travers le monde. La configuration actuelle du MLIDS se compose d'un véhicule blindé résistant aux mines, 4x4 MATV équipé d'une tourelle armée d'un lanceur Coyote à 2 coups, accompagné d'un canon automatique XM9 114 de 30 mm. La tourelle est équipée de capteurs électro-optiques, pour aider à repérer et suivre les drones entrants, ainsi que d'un radar en bande Q monté sur mât pour guider les Coyotes. Le système MLID complet comprend également un deuxième véhicule MATV équipé de capteurs supplémentaires et de capacités de guerre électronique. FS Leads, en revanche, est un système palettisé en 2 parties. La première palette contenant un lanceur Coyote à 4 coups et un ensemble de capteurs, et la seconde, un radar en bande Q. Le système radiofréquence en bande Q, ou radar QRFS, est plus grand et plus performant que le radar QSEPT 120, utilisé dans la configuration MLIDS. Bien que les deux partagent un logiciel et une architecture commun, les antennes QSEPT 120 quadrant font un quart de la taille des antennes QRFS, offrant ainsi un radar adapté aux besoins mobiles. En plus de ses utilisations principalement terrestres pour l'armée, le profil de mission initiale du Coyote 2, à savoir la défense navale contre les drones, reste toujours d'actualité. En mars 2025, la marine américaine a annoncé son intention d'équiper certains destroyers de la classe Alibert avec des Coyote Block 2, ainsi qu'avec le Roadrunner M d'Anduril, un autre drone intercepteur innovant et prometteur. Cela devrait offrir aux navires une option de défense plus rentable contre les drones d'attaque de faible et moyenne performance que les missiles surface-air de grande taille. Les Block 2 coûteraient environ 100 000 $ chacun, une fraction du prix des autres missiles surface-air de la marine américaine. À titre de comparaison, en 2020, le SM-3 Block I-1A de la marine coûtait plus de 36 millions $ l'unité, tandis que la version Block IB coûtait près de 12 millions $. Le SM-6 coûte 4,3 millions $, tandis que les SM-2 coûtent entre 1,2 et 2,3 millions $ selon la variante. Et le missile 6 Sparrow évolué, ou ESSM, coûte environ 1,8 million $. Même le missile le moins cher de l'arsenal de la marine, le Rolling Airframe Missile, ou RAM, coûte environ 905 000 $. Bien qu'on ne sache pas exactement combien coûte le Coyote Block 3S, ce prix de 100 000 $ rend le Block 216 beaucoup plus rentable que les missiles contre les drones iraniens, Shahed 136 et leurs dérivés russes, Geron-2, qui coûtent chacun entre 20 000 et 80 000 $. Le nouveau Geron 3 à réaction coûte entre 100 000 et 150 000 $, ce qui fait du Coyote une contre-mesure à peu près équivalente en termes de coût. Cependant, il existe toujours un écart de prix important lorsqu'il s'agit de la gamme de munitions rôdeuses, chinoises. Le Feilong 300D à essence, doté d'une aile Delta, ne coûte qu'environ 10 000 $ par unité, tandis que le Shenzhen Skywing, qui est essentiellement un clone du Switchblade 300 Sixcents américain, coûte environ 13 000 $ par unité. Cela n'inclut pas la tête explosive ni le système de contrôle au sol. Le Sunflower 200 plus avancé et guidé intelligemment, est probablement plus cher en raison de son système de guidage plus sophistiqué, mais il coûte tout de même nettement moins de 100 000 $. Bien qu'une interception réussie de l'un de ces drones par un Coyote Block 2 permettrait d'éviter les coups des dégâts qu'il aurait causés s'il avait atteint sa cible, il existe toujours une différence de prix de 5 à 10 fois entre l'intercepteur et sa cible. Et c'est là que le Block 3NK pourrait faire toute la différence, surtout contre les essaims de drones lancés depuis le vaisseau mère de drones Jutian mentionné précédemment, ou les lanceurs d'essaims montés sur véhicules légers chinois. La plupart des spécifications sont classifiées, mais d'après les images disponibles, il est clair que le Block 3NK partage la configuration des ailes du Block 1, mais il est lancé avec des propulseurs à fusée, et semble être légèrement plus grand que l'original. Le plus intriguant, c'est que Raytheon n'a pas révélé la méthode non cinétique par laquelle le Block 3 envoie les drones partir en vrille et s'écraser au sol ou dans l'océan, selon le cas. Cela a suscité de nombreuses spéculations sur l'emploi d'une ogive à micro-ondes de haute puissance, HPM, ou d'un système de guerre électronique pour neutraliser les cibles.
La première fonctionne en envoyant une rafale dirigée d'énergie électromagnétique qui provoque une décharge d'électricité à haute tension à travers les circuits de la cible, un peu comme le fait un taser, et les grille si rapidement que le drone tombe du ciel. La seconde se contente de recevoir les signaux du drone. En effet, dans les images des derniers essais, les drones tombent du ciel sans collision visible, sans éclair d'explosion ni motif de fragmentation. C'est une signature qui correspond davantage à une neutralisation électromagnétique ou électronique, plutôt qu'à une ogive de proximité, qui serait l'autre option la plus probable. Le Block 3 offre deux avantages particulièrement convaincants, en tant que contre-mesure anti-essaim. Premièrement, sa capacité à abattre plusieurs drones rééquilibre l'équation du rapport coût-efficacité, et pourrait même l'inverser. Lorsque des drones abattus risquent de tomber sur des zones habitées, des infrastructures critiques ou des positions alliées, le fait qu'ils n'explosent pas lorsqu'ils sont touchés devrait aussi limiter les dommages collatéraux. Comme on l'a vu en Ukraine, les débris des drones abattus peuvent être aussi destructeurs que des frappes directes. Deuxièmement, il peut être récupéré et réutilisé. Du point de vue d'un commandant sur le champ de bataille, un intercepteur non cinétique récupérable change la façon dont une unité défendue peut rythmer ses engagements. Plutôt que de vider le lanceur en tirant un missile par drone, un effecteur capable de patrouiller peut être placé sur les routes d'approche, orienté par le radar, pour perturber ou neutraliser plusieurs menaces, puis revenir pour une remise en service rapide. Raytheon a aussi présenté des améliorations récentes, augmentant la vitesse de lancement, la portée et les performances en haute altitude sur toute la gamme Coyote, pour suivre les drones plus lourds, avec de plus grandes charges utiles, et des missions prolongées. L'entreprise a également affirmé avoir réduit de 50% le temps de récupération avant un retour en vol pour le 3NK. Si cela se confirmait dans des conditions réelles, cela se traduirait directement par un rythme défensif soutenu plus élevé lors de vagues d'attaques répétées. En outre, le Block 3 peut aussi servir de nœud dans le réseau de commandement et de contrôle de la défense aérienne avancée. Comme déjà dit, il peut aussi être mis en réseau avec d'autres Coyotes, qui se répartissent alors les cibles et choisissent comment les engager sans opérateur humain. Il peut même configurer la zone d'engagement pour affronter plusieurs cibles entrantes simultanément. En résumé, le Coyote peut patrouiller et attaquer pour le coût de son carburant et du reconditionnement de sa batterie, sans sacrifier une cellule d'appareil et un ensemble de capteurs précieux après chaque engagement. Pour sa part, même avant ces derniers tests réussis, l'armée semble clairement enthousiasmée par le potentiel du système Coyote. En octobre 2025, le département de la guerre des États-Unis a annoncé un contrat d'une valeur de près de 5 milliards de dollars pour les intercepteurs Coyote, avec des livraisons prévues jusqu'en 2033. À ce stade, le Block 3NK offre une proposition de valeur unique. Les armes à énergie dirigées contre les drones et les plateformes HPM de Raytheon sont conçues pour neutraliser les drones par des impulsions électromagnétiques, avec un effet similaire à la charge utile non cinétique du Block 3NK. Cependant, il s'agit de systèmes montés, et non de drones intercepteurs. Le DEM-SHORAD de l'armée américaine, abréviation de Directed Energy Mobile, Short Range Air Defense, intègre également des technologies laser et HPM pour neutraliser les drones sans ogives explosives, mais il ne peut pas non plus rôder comme le Block 3NK. Il y a également un nombre croissant de drones intercepteurs en cours de développement en Ukraine, et pour l'Ukraine, mais la plupart d'entre eux sont soit purement cinétiques, abattant les drones en les percutant, soit équipés d'une ogive explosive. La plupart ne peuvent pas rôder et ne sont pas réutilisables. Les systèmes, à base de laser, comme le Dragonfire du Royaume-Uni, promettent d'abattre des essaims de drones pour un coût de seulement 10 $ par tir, mais ils sont également basés au sol et ont une portée et un plafond limité comparé au Block 3 MK. C'est l'arme ukrainienne parfaite. Silencieuse, mortelle, presque comme un fantôme dans la nuit, prêt à frapper à tout moment. Futuriste dans le sens où on a l'impression qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. Cette arme invisible est une arme que la Russie ne peut pas contrer, et elle va rendre pratiquement impossible pour la Russie d'envoyer ses avions en Ukraine. L'arme s'appelle Sunray, et c'est le tueur silencieux qui s'apprête à hanter les rêves de la Russie. Mettez-vous un instant dans la combinaison d'un pilote russe. Vous avez vu l'Ukraine détruire des centaines de vos camarades. Vous êtes vous-même novice au combat, à peine formé. Vous sentez que vos 100 heures de vol annuelles ou moins sont insuffisantes et vous n'êtes pas encore à l'aise dans votre appareil. Pourtant, vous avez reçu vos ordres. Au lieu de tirer des missiles et des bombes planantes à distance sur l'Ukraine, vous devrez survoler le territoire ennemi. Vous êtes nerveux, mais pensez connaître les risques.
L'Ukraine a des défenses aériennes, dont le système Patriot, capable de détruire votre appareil s'il vous cible. Au moins, vous voyez les missiles arriver sur le radar de l'avion, vous donnant une chance de les éviter. Ce n'est pas rassurant, mais suffisant alors que votre avion part pour l'Ukraine. En survolant le territoire ennemi, rien ne semble anormal. C'est calme, presque trop calme. Vous savez que vous volez vers le danger, mais vous ne rencontrez rien de ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est là que ça arrive. L'aile de votre avion s'embrase. Vous n'avez rien vu ni entendu venir. Les sirènes retentissent. Vous luttez pour contrôler l'avion et vous demandez pourquoi le radar n'a rien détecté. Vous vous demandez pourquoi tout votre avion n'a pas été réduit en miettes. C'est ce qu'un missile fait. Il détruit. Là, c'était différent. Un tueur invisible, fantomatique et puissant. Vous ne pouviez ni le détecter ni l'arrêter. Alors que votre avion plonge vers le sol, vous actionnez l'éjection, conscient que l'arme invisible créée par l'Ukraine détruira tout appareil entrant sur son territoire. Vous avez eu de la chance. Cette arme fantôme a touché l'aile de votre avion. Mais les autres pilotes n'auront pas cette chance. Ils brûleront avec leur appareil, se posant les mêmes questions que vous. La menace invisible dans le ciel est là, et vous ignorez comment la Russie peut la contrer. Ceci est l'un des nombreux futurs possibles pour les pilotes russes, et peut-être aussi les soldats russes au sol, avec le déploiement d'une nouvelle arme ukrainienne. En ce moment, l'arme se concentre sur la défense aérienne. Elle sera utilisée pour détruire des drones, et elle peut le faire en seulement quelques secondes une fois sa cible repérée. Mais le potentiel de cette nouvelle arme est stupéfiant à mesure qu'elle est perfectionnée. Cette arme déjà portable pourrait trouver de nombreux autres usages, allant de la destruction d'aéronefs à l'élimination de soldats russes au sol. Aucun ne verra ce qui arrive avant qu'il ne soit trop tard. Mais revenons en arrière. Ce que nous venons de présenter est un avenir possible pour une arme que l'Ukraine est en train de construire. C'est une arme qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans l'arsenal ukrainien, et la seule autre arme à laquelle on peut la comparer coûte des millions, voire des dizaines de millions de dollars à construire. Et il se peut même qu'elle ne soit pas aussi efficace que ce que l'Ukraine vient de développer. Sunray est arrivé, et cela va changer la guerre en Ukraine pour toujours. Commençons par les bases. Le 10 février, United 44 Medi a parlé d'un article qui avait été publié par The Atlantic le même jour. L'article portait sur le déploiement du Sunray, qui est décrit comme une nouvelle arme laser expérimentale, quelque peu similaire au programme Helios des États-Unis. La différence majeure, Helios a coûté 150 millions de dollars à développer, alors que Sunray seulement quelques millions. Il sera vendu à seulement quelques centaines de milliers de dollars l'unité. Cela rend Sunray peu coûteux. Cela signifie aussi que l'arme est abordable pour le pays qui a désespérément besoin de défense anti-aérienne en ce moment. Ce qui signifie probablement que le Sunray rendra même les soldats les plus ordinaires d'Ukraine inarrêtables une fois qu'il sera entre leurs mains. Toutes nos informations sur la nouvelle arme fantomatique de l'Ukraine viennent de l'article de The Atlantic. Écrit par Simon Schuster, l'article décrit la première rencontre du journaliste avec une arme qui va devenir un tueur silencieux que la Russie n'a jamais vu venir. Schuster a décrit son expérience comme troublante, ce qui semble être un euphémisme, compte tenu du potentiel destructeur que représente Sunray. Le journaliste a aussi décrit ce qu'il a observé lors de la démonstration que l'Ukraine lui a faite. Cette démonstration a débuté lorsque l'opérateur d'armes a installé un petit canon sur le toit d'un camion. Et quand nous disons petit, c'est vraiment le cas. Schuster décrit le canon comme ayant la taille d'un télescope d'amateur, avec des caméras sur les côtés. Vous verrez bientôt leur utilité. Mais ce que l'on retient immédiatement de ces premiers instants de la démonstration, c'est que le Sunray est extrêmement portable. Les télescopes d'amateurs mesurent parfois à peine 30 cm si le Sunray est assemblé sur place. Cela signifierait que les soldats ukrainiens pourraient aisément transporter leur nouvelle arme dans une mallette et la déployer instantanément pour détruire. Bien sûr, cela reste spéculatif. Schuster, en revanche, a vu ce que la nouvelle arme ukrainienne pouvait faire avec le dispositif Sunray. Un ingénieur a lancé un petit drone dans le ciel. Ce drone bourdonne quelques secondes, à plusieurs centaines de mètres du Sunray et de son opérateur. C'est alors que la prochaine révélation survient. Vous vous souvenez des caméras que nous avons mentionnées il y a un instant? Mais il semble qu'elles fassent partie d'un système qui permet au Sunray de cibler automatiquement une menace sans l'intervention directe de son opérateur. Schuster explique comment les caméras du Sunray ont suivi le drone qui s'est éloigné à plusieurs centaines de mètres. Le laser a pivoté et les caméras ont verrouillé la cible mobile, effectuant de petits ajustements pour assurer un impact direct. Il ne restait plus qu'à l'opérateur de crier « Feu !» et c'était tout. En quelques secondes, le drone a commencé à brûler, comme s'il avait été frappé par la foudre invisible, puis il est tombé au sol en décrivant une trajectoire enflammée. Lorsque vous avez entendu le mot « laser », vous avez peut-être eu en tête ce que l'on voit si souvent dans les films. Un faisceau de lumière rouge jaillit de l'arme, suivant la cible jusqu'à ce que le laser la transperce.
C'est logique si vous avez déjà vu ou utilisé un pointeur laser ou un viseur laser sur une arme, car le faisceau sert de mécanisme de visée, non de force destructrice. Ce n'est pas le cas avec le Sunray. L'Ukraine a ici conçu une véritable arme fantôme, dissimulée au regard, capable de tirer de partout. Lorsqu'il est en fonctionnement, le Sunray ne fait aucun bruit. Il n'y a pas de bourdonnement caractéristique comme avec les drones FPV qu'utilise l'Ukraine pour semer le chaos parmi les forces russes. Le Sunray est silencieux, et quant à son laser, il est totalement invisible. Pensez au pilote hypothétique mentionné plus tôt. Imaginez que le rayon du Sunray vise le cockpit. Il pourrait brûler la vitre sans que le pilote ne s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'elle éclate et que le cockpit prenne feu. Ce serait déjà très grave à n'importe quel moment, mais lorsque vous êtes à des dizaines de milliers de pieds dans les airs, la destruction de votre cockpit serait une condamnation à mort. Bien sûr, la réserve ici, c'est que nous ne connaissons pas encore la portée du Sunray. Les lasers peuvent voyager indéfiniment jusqu'à ce qu'ils frappent quelque chose, bien que la météo, en particulier la pluie et le brouillard, puisse affecter la trajectoire d'un laser et provoquer une dispersion. La portée du Sunray dépendra surtout de la qualité de ses caméras. Mais d'après ce que nous savons jusqu'à présent, il est possible que Sunray soit un système modulaire. Peut-être que des caméras sont en cours de développement pour permettre la destruction de cibles à de très grandes distances. Nous ne pouvons qu'attendre de voir. Et comme nous en discuterons plus tard dans la vidéo, il faudra également attendre de voir s'il serait possible de déployer cette nouvelle arme fantôme sur les lignes de front en Ukraine. Si c'est le cas, l'horreur psychologique infligée aux soldats russes, rien que par son existence, serait terrifiante. En plus, il y a le risque d'incendie que nous aborderons à la fin de la vidéo. Pour l'instant, vous suivez les missions militaires et nous vous donnons un aperçu global, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous aujourd'hui pour garder l'avantage. L'Ukraine dispose d'une nouvelle arme, absolument terrifiante. Seul le fait que le Sunray soit encore un prototype peut rassurer la Russie, mais cela reste préoccupant, car il peut déjà brûler un drone à plusieurs centaines de mètres en quelques secondes. En ce moment, les forces russes doivent se poser une grande question. Jusqu'où le Sunray va-t-il encore s'améliorer? Bien qu'il n'y ait pas de réponse directe à cette question, nous savons cependant que Sunray, ainsi que plusieurs autres armes innovantes, est conçu pour renforcer la capacité de l'Ukraine à détruire les hordes de drones longue portée que la Russie envoie en Ukraine tous les quelques jours. Malgré tout son potentiel, la destruction de ces drones sera la principale mission de Sunray dans un avenir proche, et c'est une mission importante. Il suffit de jeter un œil aux statistiques pour comprendre pourquoi. Selon Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment rapporté l'ampleur des assauts aériens russes qui ont visé l'Ukraine en janvier. Selon Zelensky, la Russie a passé le mois à lancer 158 missiles, environ 5500 bombes guidées et plus de 6000 drones de type attaque sur l'Ukraine. Notez que Zelensky précise qu'il s'agit de drones d'attaque. En plus de ces chiffres, la Russie envoie aussi des drones leurres sur l'Ukraine pour tromper les défenses aériennes. Le total de drones est donc sans doute bien supérieur aux 6000 évoqués par Zelensky. L'Ukraine a du mal à faire face aux assauts massifs de drones russes, et ces difficultés se sont intensifiées durant la seconde moitié de 2025. À ce moment, la Russie a intensifié ses frappes de drones. Selon BC News, le taux de réussite mensuel de l'Ukraine contre les drones russes a diminué tout au long de l'an dernier. L'Ukraine a commencé l'année 2025 avec un taux d'interception de 90%. Les drones russes, bien que imparfaits, restent assez efficaces pour limiter les dégâts potentiels de ces drones. En août et septembre, c'est à peu près à ce moment-là que la Russie a intensifié l'ampleur de ses frappes de drones. Le taux d'interception était tombé à 85% et en octobre, lorsque la Russie a envoyé 5312 drones en Ukraine. Les taux d'interception ont encore baissé à 80%. Ce n'est pas un manque de compétences de l'Ukraine, mais un problème d'approvisionnement. La Russie utilise de nombreux drones dans ses attaques car elle sait que de tels essaims submergent les défenses ukrainiennes. Et c'est là que des systèmes comme Sunray entrent en jeu. L'arme laser invisible de l'Ukraine agit vite, comme lors de la démonstration à Schuster où elle a abattu un drone en quelques secondes. Elle est également suffisamment portable pour être rapidement installée à n'importe quel endroit qui risque de devenir la cible d'une frappe de drone imminente et assez bon marché pour que l'Ukraine puisse en produire en quantité suffisante. Pour faire du Sunray un élément clé de sa défense rapprochée contre les drones, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de son faible coût. L'efficacité sera la clé du succès de la défense de l'Ukraine contre les drones russes. Et une grande partie de l'efficacité réside dans le développement de nouvelles armes capables de détruire les drones plus rapidement et à moindre coût que tout ce qui existait auparavant. Havlo Yelizarov, aujourd'hui commandant des forces de défense aérienne ukrainiennes, l'affirme clairement auprès de The Atlantic. Bien sûr, vous pouvez utiliser une Bentley pour transporter des pommes de terre, a déclaré Yelizarov, mais ce n'est probablement pas la façon la plus intelligente de faire ce travail.
En d'autres termes, vous pourriez tirer des missiles sur des drones Shahid bon marché qui utilisent des moteurs de tondeuse à gazon, mais n'est-il pas préférable d'utiliser quelque chose de moins cher, plus rapide et plus efficace? C'est le Sunray. La nouvelle arme fantôme effrayante de l'Ukraine n'est qu'une des nombreuses que le pays développe, permettant de créer une nouvelle génération de défense aérienne capable de détruire les drones russes à faible coût. Le pays développe un système de défense aérienne semblable au dôme de fer d'Israël, mais l'Ukraine vise un équivalent moins coûteux. Dans le cas d'Israël, ce pays a environ 30 fois moins de territoire à défendre que l'Ukraine. Et un seul lot d'intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne du dôme de fer coûtait jusqu'à 100 millions de dollars en 2012. Après 13 ans d'inflation, Israël dépense sûrement beaucoup plus aujourd'hui pour ses systèmes de défense aérienne. L'Ukraine n'a pas les moyens de rivaliser avec les 100 millions de dollars à investir dans des intercepteurs, encore moins avec les 3 milliards nécessaires, avec un territoire 30 fois plus vaste à défendre contre les attaques. Comme le souligne le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, la création d'un dôme anti-drone est cruciale pour la survie de l'Ukraine. Le dôme anti-drones n'est pas une question d'avenir, mais de survie aujourd'hui. Fedorov dit que Sunray fait partie des armes qui renforceront les chances de survie de l'Ukraine. Un autre, également rapporté par The Atlantic, est le Pion Sun. Contrairement au Sunray, qui est impossible à détecter avant qu'il ne détruise sa cible, le Pion Sun est un drone intercepteur que l'on peut voir à l'œuvre si l'on se trouve assez près, ressemblant à un grand thermos. L'arme contient environ 500 grammes de C4 à sa base et possède une conception à 4 rotors, ce qui est largement suffisant pour la propulser à la vitesse nécessaire afin d'intercepter un drone russe de type Shahid se déplaçant lentement. Le Sunray est en développement, mais le Pion Sun est déjà utilisé. Chaque drone est imprimé en 3D et coûte environ 1 000 $ à produire. Ils atteignent jusqu'à 30 000 pieds d'altitude. Ils ont déjà détruit 1000 projectiles, dont plus de 700 drones Shahid depuis leur intégration dans la défense aérienne ukrainienne. Le fabricant de drones Skyfall annonce aussi développer un nouveau logiciel de communication pour permettre à l'Ukraine de déployer ses drones partout dans le pays, toujours prêts à décoller dès l'approche des drones russes. Des armes comme la Pion Sun et la Sunray sont exactement ce qu'il faut à l'Ukraine financièrement. Chaque Shahed que la Pion Sun détruit coûte environ 35 000 à fabriquer, bien que ce chiffre varie selon le type et les capacités du Shahed. Même ainsi, cela représente un ratio de 35 pour 1 pour chaque drone que la Pion Sun abat. Pour le Sunray, l'unité coûte plusieurs centaines de milliers de dollars à fabriquer, mais elle est réutilisable et ne nécessite pas de munitions coûteuses. Elle utilise littéralement la lumière pour brûler sa cible, et elle peut être utilisée encore et encore. Nous estimons un coût de 250 000 $ par Sunray. Détruire 7 ou 8 Shahids permettra à l'Ukraine de rentabiliser son investissement. Ensuite, chaque usage du Sunray est quasiment du bénéfice pur. En comparant le laser ukrainien à des systèmes comme Helios, Yelizarov le résume brièvement. Yelizarov a dit à Schuster que les entreprises américaines sont motivées par l'argent. Pour elles, c'est juste un travail rémunéré. Pour nous, c'est une question de survie, d'où notre rapidité. La question est désormais la rapidité avec laquelle l'Ukraine peut avancer avec le Sunray. Nous avons plusieurs fois évoqué le mot potentiel dans cette vidéo. Pour l'instant, Sunray sert à se défendre contre les drones. Nous avons aussi présenté son potentiel contre des avions pilotés plus tôt dans la vidéo. Imaginez ce scénario. Une unité russe tente de traverser la zone de destruction créée par l'Ukraine autour d'une fortification à attaquer. Ces soldats sont déjà terrifiés. Ils entendent le bourdonnement des drones au-dessus d'eux alors qu'ils essaient de se frayer un chemin à travers les barbelés et les nombreux autres obstacles qu'ils voient au sol. Mais ces soldats ont aussi entendu des histoires d'horreur sur une arme invisible. Postée à des points d'embuscade, cette arme fantôme frappe rapidement et ses munitions sont invisibles. Les soldats ont entendu parler d'un laser, mais trouvent cela insensé. Ils savent seulement que leurs camarades ont pris feu sur le front, sans que les autres soldats identifient l'origine ou la cause de l'attaque. Ils savent seulement qu'une menace pourrait rôder. La nouvelle arme de l'Ukraine est peut-être cachée dans les broussailles. Peut-être qu'elle se cache dans un bunker ou derrière les décombres d'un bâtiment. Les soldats russes ne savent pas. Alors que les drones bourdonnent au-dessus d'eux, ils cherchent un tueur silencieux qui les élimine. Ils ne le trouvent pas et bientôt, les flammes éclatent. L'arme fantôme frappe une fois de plus. Se pourrait-il que ce soit l'avenir de la ligne de front de la guerre en Ukraine? Sunray a du potentiel, mais ses concepteurs se focalisent actuellement sur le problème des drones longue portée auxquels l'Ukraine est confrontée. Si Sunray est aussi efficace qu'il en a l'air, cette arme portable, semblable à un télescope, pourrait bientôt être cachée sur les lignes de front, prête à projeter une mort invisible sur tout soldat russe passant à proximité. Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, l'Ukraine a démontré sa remarquable capacité à innover avec un budget très limité.
Le Sunray répond à un problème précis et pourrait servir à de multiples usages futurs. Il en va de même pour l'armée de robots que l'Ukraine est en train de construire. En seulement 3 ans, l'Ukraine a fait passer la technologie des drones terrestres de l'inexistence à une technologie capable de changer le cours de la guerre, et vous pouvez tout découvrir à ce sujet dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission Militaire pour plus de reportages sur les armes les plus récentes et les plus impressionnantes des innovateurs ukrainiens. Merci de nous avoir regardés.